Et nous sommes live pour une seconde fois en compagnie de Louis Gutmann, écosystème lead chez Starkware. Très très heureux de te recevoir. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Comment ça Bah, va? ça, super, merci de m'inviter encore une fois. Cette fois, c'était un peu mieux organisé. Tu m'as prévenu 2 jours avant. Même pas, non. Je Non, croyais que non, c'était hier. Ça, tu m'as non, hier. prévenu hier. On est... Putain, mais c'était- Attends. J'ai eu 24 heures de différence. Bravo, bravo, bravo. Non, ça va Merci. très bien. Écoute, entre-temps, depuis la dernière fois que j'étais venu, c'est que je suis venu, c'est que je suis, oh, que je suis venu, c'était en, en décembre, je crois. Ouais, dans ces eaux-là, en janvier, Et, décembre. et entre-temps, le marché a craché. On se fait acquis par des Nord-Coréens. On, euh, Starknet va bien. Tu vois, tout va bien, quoi. Tout va bien. Ah, putain. C'est génial. Non, mais justement, on en discutait. Les annonces, les grands titres qu'on voit là sur les médias crypto au sujet de scammers nord-coréens qui candidatent pour des jobs dans des startups crypto. Enfin, moi, j'y croyais pas à la base, hein. Mais bon, Bah, moi, j'y croyais pas jusqu'au moment où je me suis fait aussi. Enfin, pareil. j'ai donné une graine. J'ai donné une graine à un Nord-Coréen. Enfin, un Nord-Coréen, je sais pas s'il est Nord-Coréen, le monsieur, mais en tout cas, c'était un bon scammer. Et il a scammé d'autres gars dans l'écosystème. En fait, j'ai eu du coup plusieurs confirmations que l'accent effectivement était nord-coréen par plusieurs personnes qui sont venues vers moi en disant ce mec-là est chez Eddie quoi. Et j'ai en fait au bout d'un moment tu fais bah ouais en fait c'est vrai en fait c'est vrai. Bon voilà quoi. C'est vraiment une histoire de science-fiction mais enfin de mauvais film d'espionnage mais oui c'est arrivé. Je l'ai vraiment vécu. Il a réussi à te scammer toi quand même. Ouais, ouais, mais, non, mais parce que. Alors, même si moi, c'est facile en fait, parce que moi, je demande pas grand-chose. Non, parce qu'il n'a pas bossé pour moi. Je lui ai donné, en gros, le mec, il me dit, je veux builder sur Starknet. Je lui fais, bon, vas-y, viens, on discute, tu vois. Je lui donne un peu de. On donne des petites graines, et du coup, voilà, mais c'est pas, il m'a pas scamé, moi, je m'en fous. Non, parce qu'il a pris de l'argent à des gens qui lui demandaient du vrai boulot. C'est différent. Ouais. Donc, bon, c'est pas. On va s'en remettre, mais c'est vrai que c'était assez étonnant comme histoire de se faire hacker, enfin de se faire, pas hacker, de se faire ponctionner Une petite graine, une ouais, petite brain comme ça, ouais, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Enfin bon, voilà quoi. Bon, et comment ça va de ton côté? Quelle est l'actualité? Écoute, ici tout va bien, il est minuit, la vie suit son cours, marché haut ou bas, enfin, je suis plus trop, non, non, tout va bien, tout va bien, en fait. Bah, écoute, Merci de demander. Non, ça va super. D'ailleurs, je vais te retourner la question, cette fois-ci à l'échelle de l'écosystème Starknet. Je pense qu'il y a eu pas mal de progrès depuis la dernière fois qu'on avait échangé. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit roll-up des derniers mouvements? oh, quelle petite jeu de mots well intended, bravo, bravo. Alors, pour ceux qui savent, roll-up, ça veut dire c'est un résumé d'événements sur une base de données, hein, c'est ça l'origine du mot. Donc, il a parfaitement utilisé ce mot, je suis impressionné. Euh, alors, un petit peu, donc depuis 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, depuis 6 mois, on a au moins doublé ou triplé le nombre de projets. Euh, on a eu, je pense, entre 5 et 10 entreprises qui ont levé des fonds, sachant qu'elles ne build que sur Starknet. On a eu le lancement de projet avec AV, lancement de collaboration avec des super entités, notamment des boîtes françaises qui s'appellent Only Dust, qui s'occupe, pas si tu connais, oui, tu connais ça forcément, Only Dust qui fait. Qui forment des développeurs et qui, en fait, leur première mission démarre avec Starknet. Donc, je fais un petit shoot-out à Abdel qui est absolument incroyable. Abdel qui était un des premiers, enfin, un des co-créateurs de 1559 et qui maintenant travaille avec nous à l'onboarding de KairoDev. Et Abdel, il est génial. Donc voilà, petit point. Dans les trucs qui vont bien, on a fait beaucoup de progrès dans les features, dans la performance, et on espère avoir un système complètement stabilisé. Alors, on a ouvert les bridges il y a une semaine, donc maintenant, on a 100 Ethers sur le réseau. On a capé le montant max qu'on puisse déposer, et ainsi que le, la capacité individuelle à déposer, parce que c'est un lancement et qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de bug avant d'ouvrir les vannes. Et on voit ta messagerie.
Oh merde, hop là. Désolé. Ouais. Non, Alors, je voulais reprendre un screen de oui. justement du bridge en question, mais là, c'est plutôt un mème. Donc, Non, je c'est pas un l'avais même, vu. c'est vrai. Non, c'est pas un même, ça. Ouais, Ah mais oui. on voit pas exactement le montant, en fait. Alors, le Il y montant, a- en gros, on a démarré à 50 Ether. Et là, en fait, ce que Eli étant mon boss et d'Overlord, on est passé là, on doit être à, oui, on a 200 000 dollars en gros. En fait, là, ce qu'il regarde, c'est la vitesse d'augmentation des déposits sur le bridge à mesure on ouvre les vannes. Donc, on a ouvert de 25 Ethers par 25 Ethers en 4 fois, du coup. Non, peut-être non, de 12 Ethers par 12 Ethers tous les 2 jours, en gros. Et donc, là, on a 100 Ethers déposés sur le réseau, sans application. Autre chiffre intéressant, on a eu Argent X a fait 120 000 downloads de leur wallet StarkX. une levée de 40 millions. Une levée de ça, 15 millions. 40 millions. Une levée de 40 millions. Starknet, leur wallet Starknet a autant de downloads que leur wallet Mainnet. Sachant que il n'y a rien à foutre sur le réseau aujourd'hui, soyons très clairs, hormis sur le testnet. Brick a fait d'autres projets qui ont des très belles performances. Brick a fait des collaborations avec Loot et avec Topology, et notamment avec Loot a fait un concours où tu as des gens qui ont fait des designs absolument délirants des environnements définis par Loot, je me suis rappelé Loot, qui était un jeu NFT à base de mots, et en fait, ils ont voulu représenter en briques les lieux qui sont décrits dans Loot. Et ils avaient fait un concours pour 16 lieux mythologiques de Loot, et tu as des soumissions absolument hallucinantes que je vais te montrer d'ailleurs, parce que vraiment, je ne peux pas. Ils ont aussi gagné le hackathon à Dev Connect, il me Ils ont semble. aussi gagné le hackathon à Dev Connect en faisant des trucs assez marrants sur la partie wallet. Mais Ouais. moi, ce qui m'intéressait le plus que tout, c'était vous montrer un peu ce que les gens ont fait pour cet événement. Ah, voilà. Là, on va le voir mieux. Attends, je vais vous montrer ça. J'essaie de voir avec un peu de design. Une seconde. Est-ce que j'ai... Ah oui, celui-là, il est impressionnant. Je vais partager mon écran. Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est dessiné dans Brick. Donc, tu as quelqu'un qui a passé brique par brique pour aller créer cette pyramide. Donc, voilà. Donc, on a eu beaucoup de projets qui ont émergé. Et donc, là, je suis assez excité de ce qui va se lancer dans les prochains mois et surtout le lancement un peu plus production à partir de septembre. Ouais. Pour donner un peu de contexte de nouveau sur pour la roadmap en fait de Starkware et ses différents produits. À la base, vous faisiez du software as a service, vous aviez un produit qui s'appelait StarkX, où ce n'était pas permissionless, on pouvait demander à Starkware de générer des preuves, de s'occuper en fait de cette compression on demand, et Starkware acceptait le partenaire en question ou non, on est Bien sûr. d'accord? Alors Ouais. ça, une plateforme de type SaaS, tout à fait. C'était StarkX, c'est utilisé par Sorare typiquement en France. C'est Ouais. un SaaS, une plateforme de service et des collaborations avec DYDX, avec Sorare, avec Immutable, avec Diversify, qui du coup ont pu scaler leurs activités grâce à nous et qui est un système permissionné. Et donc la Starknet, c'était une layer 2 qui a un peu l'équivalent que vous connaissez peut-être, c'est Arbitrum et Optimism. Sauf que eux sont sur la base d'un optimistic rollup. Nous, on utilise des mathématiques pour scaler cette solution, scaler les chaînes. Et on est le premier Ziki rollup en production. Donc, pas Ziki rollup avec smart contract, pour être précis. Et donc, Du global purpose ZK Rollup, c'est ça en gros. Pardon? C'est global General purpose. Ça veut dire avec smart contract tout simplement et permissionless. Donc, ça qui arrivera dans les prochains mois. Donc, il y a beaucoup d'excitation autour de ça parce que quand tu es un développeur, en fait, et que tu travailles sur une layer 2, quand tu travailles sur une layer 2 assez classique, enfin classique, de type, je sais pas, Optimism, Architecture,
en fait, tu ne changes pas la façon dont tu programmes. Quand tu programmes quelque chose, tu programmes de manière assez classique. C'est-à-dire, c'est en Solidity, tu as les mêmes contraintes sur Arbitrum et Optimism que tu as sur, sur le VM classique, avec une différence, c'est que même tu as des contre-patterns, en fait, pour être précis, qui est que la call data, l'envoi de la data depuis off-chain vers la chaîne coûte beaucoup plus cher que sur Ethereum. Et là, ce qui coûte cher sur Ethereum, c'est le storage. En fait, sur Arbitrum et Optimism, on te pousse à utiliser du storage, ce qui est un contre-pattern en informatique. Je vais rentrer dans les détails de ce que ça veut dire directement, mais là où, en fait, quand tu es sur un zk Rollup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu gagnes deux choses en tant que dev. Tu as les computations, enfin les calculs qui sont pas chers, et tu as l'envoi de la data de off-chain vers on-chain qui est pas cher. Pas cher du tout. Beaucoup moins cher que ce que tu as sur Ethereum. Et donc, du coup, ça change beaucoup la façon dont tu opères. Donc, typiquement, par exemple, une seconde. Juste, j'enlève. Il y a Abdel qui est dans le chat t'a adressé un message. Ouais, je vais regarder ça. Voilà, ce que j'ai fait un petit shout-out. Écoute, je suis content qu'Abdel. Moi, je ne fais pas de. Ah, les commentaires, je ne les voyais pas, je ne comprenais pas. Mais voilà, putain, je ne comprenais pas. Ok, donc je ne voyais pas les commentaires. Donc, Starknet résout des problèmes de scalabilité critique, ne peut pas lire le chat sur la droite de la fin d'interface de StreamYard. Attends, mais tu veux une histoire marrante? Ah, vas-y, je vais shamer mon Abdel. Abdel, le mec, il est capable de résoudre le système des fees sur Ethereum. Par contre, il est incapable de remplir un questionnaire pour rentrer aux États-Unis. Voilà, on commence à tailler, mais on y va. Bref. Et du coup, juste pour revenir au sujet, on a beaucoup de De contrepat Là, oui, là où en fait, tu gagnes des choses, par exemple, un truc qui devient bien plus simple sur Starknet, c'est des choses comme les oracles. Aujourd'hui, une oracle, ça coûte cher on-chain. En fait, sur Starknet, tu peux envoyer ton oracle dans la transaction elle-même, ce qui fait que tu as des choses que tu peux faire DYDX directement on-chain, là où tu peux pas le faire sur Ethereum. Parce que la code data est beaucoup moins chère. Donc, il y a quand même des différences. Donc, il y a quelques petites différences radicales dans la façon de programmer les choses et dans ce que tu peux faire. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'on-chain gaming, beaucoup de choses qui émergent, des gens qui commencent déjà à réfléchir à ce qu'on peut faire ensuite, des choses comme des L3. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses excitantes que je vois passer sur le réseau et qui devraient changer pas mal de choses. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, tu sais, sur Starknet, notamment des vraies simulations physiques avec les. En fait, on-chain, on voit pas mal de produits, d'applications exotiques qu'on ne trouve pas sur Layer 2. Et je pense que c'est justement lié à ces propriétés en fait, que tu décris, le fait qu'on puisse se permettre d'avoir cette computation faite de cette façon-là. Tu parlais justement d'autres solutions de Layer 2. Tu as mentionné les optimistic rollup comme Arbitrum et Optimism. Il y en a d'autres qui arrivent comme Fuel avec quelques qui fonctionnent un peu différemment. Oui. Et donc, vous, ce que vous faites avec Starknet, c'est un general purpose, donc un système de smart contract qui fonctionne avec un système de preuve et de vérification on-chain. Quand je dis on-chain, c'est sur Ethereum, d'accord? Et l'avantage, en fait, des zk Rollup, c'est qu'il n'y a pas ce délai de 7 jours de challenge, en fait, pour générer une preuve de fraude. Il n'y a pas d'assumption, en fait, optimiste où on se dit, ce qui est posté. Ouais. Alors, okay. Mais il n'y a pas que ça, en fait. L'hypothèse d'optimisme, il y a déjà le côté optimiste, qui est une chose, on peut aimer, on peut pas aimer. Moi, j'avoue, je ne suis pas fan de l'approche, mais il n'y a pas que ça, en fait, comme qui change. On a, en fait, sur Optimism, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, chaque transaction coûte autant. C'est-à-dire que, voilà, le call data envoie une transaction à un coût lié à cette transaction, qui est la taille de la transaction elle-même. Là où, en fait, si je vous donne un exemple très simple, en optimistic rollup, si je t'envoie de l'argent, Samy, si tu me renvoies de l'argent et on fait ça 100 fois dans le même batch, ça va me coûter 100 fois la même chose, grosso merdo. OK. Sur Starknet, parce que c'est un zk, en fait, ça va nous coûter quasiment l'équivalent d'envoyer juste d'un seul transfert, en fait. Parce que, à l'opposition d'un optimistic rollup, dans un zk rollup, ce qui se passe, c'est que tu ne publies pas les transactions, tu publies les différences d'état, c'est-à-dire combien à la fin on a. Si vous voulez, c'est comme si on est dans un bar, on a une ardoise,
et on keep track de qui a fait quoi. Et à la fin, on prend juste on ne fait que publier les différences de chacun possède. Donc, c'est beaucoup moins de transactions, en fait. C'est juste beaucoup moins de transactions. Donc, le coût on-chain d'un optimistic rollup, il est linéaire avec le nombre de transactions. Là où le coût on-chain d'un zk rollup, il est linéaire avec le nombre d'utilisateurs dans le même batch. Et en fait, le nombre de transactions est strictement ou supérieur ou égal au nombre d'utilisateurs, parce qu'au pire, un utilisateur, il fait une transaction. Donc, et quand, c'est un peu une caricature, un peu une simplification, mais en gros, grosso modo, tu as des vraies différences techniques qui ne sont pas que l'histoire de système de confiance, mais qui sont aussi des différences par rapport à ce que la chaîne permet, par rapport à ce que la technologie permet, comme je te disais, les calculs qui ne sont pas chers, le code data qui n'est pas cher, et même les modifications de storage qui sont relativement peu chères. Donc, il y a quelques différences réelles. Maintenant, la différence aussi avec les autres ZK rollups qui sont en passe d'être développés, hein, déjà, Starknet, c'est le seul qui est en production aujourd'hui. Donc, on me pose la question par rapport à Loopring. Loopring, en fait, ils sont plus analogues à StarkEx dans une certaine mesure. C'est-à-dire que même StarkEx et Loopring, c'est quasiment la même chose, à peu de choses près. Hein. Et donc, c'est pas vraiment du tout le même but. Loopring, c'est parfait pour l'usage qu'en fait Loopring, c'est-à-dire un exchange. Ils ne se font pas en marque blanche ou en partenariat comme nous on le fait sur StarkEx. Du coup, ils bossent qu'avec eux-mêmes. Demain, ils n'ont pas travaillé cette partie de General Purpose comme nous on le fait. Donc voilà. Après, il y a zkSync, il y a les autres. Aujourd'hui, il y a Aztec, il y a les autres que Mina, enfin Mina, c'est pas une L2, mais qui existent. Je ne vais pas trop parler d'eux parce que il est difficile de comparer quelque chose qui est déjà là avec des choses qui sont sur papier. Donc, je préfère attendre qu'ils publient quelque chose sur lequel on peut faire des comparaisons égales. Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette mesure-là. Et maintenant, on me pose. Voilà. Donc, ça, c'est en ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je peux. 75 000 questions à te poser. Donc, c'est difficile de choisir en fait les bonnes. Il y a aussi ce concept, en fait, quand tu parlais de data off-chain, de data on-chain chez Starknet, c'est ce concept de volition, en fait, ouais. où on peut, donc tu as les zk rollup et les validium, et on peut choisir, en fait, où est-ce qu'on source sa donnée, c'est ça? Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet un peu qui est orthogonal, d'ailleurs, parce que, en fait, sur un zk rollup, à l'opposition quand tu fais des optimistic rollup, en tout cas, pas du tout avec les mêmes systèmes de confiance, tu as la possibilité de faire cohabiter des systèmes qui ne peuvent pas cohabiter sur des systèmes comme optimistic. Donc, par exemple, toute la data du monde ne mérite pas d'être on-chain, ne mérite pas d'être disponible sur Ethereum. Optimistic Rollup dit en gros, toute la data du monde va être sur Ethereum. Ça, c'est un peu la logique. Les zk rollup, et particulièrement Starkware, avec Volition, dit en fait, c'est pas tout à fait juste. Ce qui est important d'avoir on-chain, c'est la data qui correspond à mon argent. Combien je possède, c'est important de savoir combien j'en ai. Par contre, si c'est une data qui est temporaire, de type, je ne sais pas, un limit order, un prix d'oracle, quelque chose qui est une fonction, enfin, qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais qui n'a de valeur que au sein d'un système, qui n'est qu'une information utile aux fonctions d'un système, elle n'est pas nécessaire de partager avec le reste du monde. Et qu'elle n'a pas besoin d'être sécurisée avec la même intention. Ouais. Et en fait, Volition, c'est dire, en fait, si il y a de la data qui a beaucoup de valeur, je vais la mettre on-chain. Il y a de la data qui a moins de valeur, je vais moins la sécuriser. Et donc, on travaille effectivement dessus pour permettre à des gens de bénéficier de ce choix-là. De la même façon qu'on permet aussi d'avoir des layer 3. C'est-à-dire, des layer 3, ce sont des systèmes qui maintenant deviennent asynchrones. C'est-à-dire que je peux avoir une autre blockchain par-dessus Starknet, par-dessus la L2, qui va te permettre d'avoir des choses qui ont besoin de moins de sécurité encore, ou qui ont besoin de ne pas être en concurrence avec les fees. Donc, un exemple simple, moi, j'ai toujours expliqué que je ne peux pas croire, au fond de moi, qu'on aura sur la même layer des jeux, du gaming et de la DeFi. Alors, pourquoi? C'est assez simple. Parce que la DeFi, toutes les opérations en DeFi sont des opérations qui ont vocation à être rentables, qui ont un intérêt économique direct. Alors que quand je joue à un jeu, je joue à un jeu d'échecs, par exemple, ou même je fais un limit order, je crée un limit order sur une place de marché, en fait, je vais l'annuler. Le coût n'était pas de valeur.
En gros, il transporte beaucoup moins de valeur intrinsèque qu'un achat d'Uniswap. Et du coup, en fait, il ne peut pas concurrencer en termes de fees une opération qui est une opération économique. Et donc, à mon sens, on ne peut pas vivre dans la même couche une couche où il y a des opérations économiques directes. Donc voilà, il y a tout un univers de possibles, en tout cas sur la notion de sécurisation de la data, qui est disponible sur les sites web, que j'attends de voir vraiment, enfin, quelques scaling, comme même dit Abdel, que j'attends de voir et que j'attends explorer. Alors, j'ai eu une petite question sur Zigzag. Alors, on n'a pas de rapport avec eux dans le sens où on n'a pas de stake. C'est-à-dire qu'on n'est pas investisseur, à ma connaissance, et ce sont deux entités différentes. Mais Zigzag est aussi une entreprise qui a un projet qui crée sur Starknet que j'adore. Je les trouve super. Alors, je les connais sous la forme d'Anon, donc si demain ils vous rug, c'est pas de ma faute, hein, je préfère le dire. Ils vont pas le faire, je pense pas. Je les connais trop. J'ose espérer que ce sera pas le cas. Ils sont trop sérieux, mais ils sont un sujet, c'est un projet sérieux, par exemple, typiquement. Donc c'est un projet qui fait Zigzag, c'est un projet de place de marché spot. Donc comme pour acheter de l'Ether versus du Bitcoin ou versus du dollar, et qui est en train de builder sur Starknet après avoir lancé sur zkSync. Ouais. Une autre question beaucoup plus simple. Donc, les gens entendent parler de Layer 2 Summer. Donc, certains essaient d'utiliser les bridges, d'apporter de la liquidité sur des Layer 2 dans l'espoir de bénéficier d'un airdrop, à l'image de celui qu'on a vu avec Optimism. On spécule sur le fait qu'il y aura peut-être la même chose avec Arbitrum, etc. Avant d'en venir aux modalités d'airdrop et la question qui agace tout le monde sur les jetons, je vais essayer de la repousser le plus loin possible, Non, celle-là. mais vas-y, je t'écoute, hein, je vais te répondre. Ah, non, non, les gens entendent parler d'Optimistic Rollup et de ZK Rollup. Ton avis, bon, qui doit forcément être un peu biaisé vu que tu es chez Starkware, est-ce que ça fait sens pour toi à T plus 5 ans, 10 ans, les Optimistic Rollup? Il semblerait que sur le papier, la sécurité et la garantie, en fait, par les mathématiques, avec le système de preuves qu'on a voilà, sur la validité d'un nouvel état, ou alors le fait que ça scale, en fait, tu sais, c'est plus efficient. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'Optimistic Rollup qui en plus implique, tu vois, un gel des fonds, Alors, bon, je peux botter en touche. Non, mais bon, tu sais, c'est pas moi qui le dis. Voilà, sur le long terme, évidemment, que les EKPs, que Zero Knowledge Proof, que les preuves de validité sont la silver, enfin, en anglais on dit silver bullet, la solution ultime au problème de scalabilité des blockchains. C'est la solution de scaling optimale, intellectuellement en tout cas, quand on regarde les propriétés que ça fournit, de tout le scaling. Que ce soit Optimistic Rollup, que ce soit Lightning ou que ce soit des sidechains. Je veux dire, il n'y a pas de. Y a pas de si demain les IK sont rapides, il n'y a pas d'overhead, disons qu'il n'y a plus de défauts, c'est-à-dire qu'on arrête de dire que les Moonmath c'est compliqué, parce que les Moonmath c'est pas plus compliqué que des systèmes qui ont l'air simples sur le papier, mais qui n'en sont pas. Mais il n'y a aucun doute que ce soit la solution ultime. Alors maintenant, est-ce que tu me demandes, est-ce que j'y crois ou pas de mon point de vue extrêmement unbiased, extrêmement objectif, je pense que non. Je pense que non, mais ça n'engage que moi, tu vois. La version politiquement correcte, il y aurait de dire qu'il y a la place pour tout, mais la version auquelle je pense réellement, c'est que la controversial opinion et qui ne me fera pas des amis, c'est dire que non, il n'y a qu'une seule type de techno qui peut résoudre le problème, c'est les IK. Et j'ose penser que quand tu lis un peu au travers de ce qu'écrit Vitalik, etc., la seule chose qui les empêche d'en arriver là, c'est de penser que ces technologies-là seront disponibles à l'échelle que dans 5 ans. Nous, on est là pour les faire arriver avant. Donc, je pense que d'ici 1 an, ça serait un no-brainer que les IK étaient la bonne solution. C'est moi, j'ai fait ce choix de penser que les IK étaient la bonne solution il y a littéralement 4 ans. Donc, je suis toujours là, tu vois. Non, vraiment, je rigole pas en plus quand je dis ça, tu vois. C'est. Enfin, moi, j'ai rejoint, je me suis intéressé aux IK. On était en
fin 2017 et je suis parti full-time septembre 2018. Donc ça fait un paquet de temps, tu vois. Et c'est un paquet de temps que je suis défendu. Donc tu parles à un zélote. Donc voilà, j'ose penser que ce qu'on fait, c'est le futur et qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Alors, il y a des nuances dans ce futur-là, mais il n'y a pas vraiment d'alternatives que ces techniques-là sont les techniques futures. Pour te répondre, oui, oui, le Immutable X, c'est sur Starknet. Sur StarkX. Chez Starkware, sur StarkX, pour être précis. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur StarkX et StarkNet, si jamais vous avez 10 minutes ou 15 minutes à tuer, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. On a fait une petite vidéo qui essaye voilà, de décrire cette technologie, vous expliquer comment ça fonctionne, les roll-up, les ZK roll-up, quelles sont les applications qui sont construites dessus, etc. Donc, c'est sur la chaîne Journal du Coin. Il y a aussi un podcast avec le président ou CEO, Eli. Eli a dû faire un podcast avec. Président. Pardon? Ouais, Eli, président et chef scientifique, tout à fait. Voilà, donc il y a un podcast aussi sur la chaîne qui est disponible et il y a un épisode précédent où certains concepts sont définis. Maintenant, on va parler d'autres choses. Donc, on sait que sur Ethereum, le langage pour les smart contracts, c'est Solidity. Et Ouais. on entend beaucoup parler d'EVM équivalence, de ZK-EVM, voilà, donc de True EVM équivalent, de True ZK EVM. Ouais. Et aussi, on a Starknet qui évolue de son côté avec son langage qui s'appelle Cairo, mais aussi Warp, qui est un transpiler qui permet de passer de Solidity à Cairo, mais il y a certaines contraintes, certaines limites à passer par ce système-là. Quel est Tu peux nous en dire plus sur voilà, à quoi s'attendre si on est développeur Solidity? Voilà, quelqu'un qui construit sur Ethereum veut porter son code sur un layer 2, il va être tenté d'aller sur ce que va bientôt lancer zkSync avec ZK Porter, Global Purpose EVM Compatible Thing. Ou sur... je vais en revenir sur quelques petits points. Alors, il y a Cairo, effectivement, Starknet, effectivement. Abdel, putain. Donc, il y a plusieurs points. Starknet, effectivement, a son propre langage. Alors, pourquoi on a propre langage? J'aime toujours expliquer qu'on n'est pas Cardano, on n'en vend pas des trucs pour s'amuser. On a Starknet, Cairo, Starknet a son propre langage qui s'appelle Cairo, parce que quand tu travailles en ZK, tu ne vis pas dans le même monde de calcul que quand tu travailles sur un ordinateur classique. Dans un ordinateur classique, en fait, tu travailles dans un monde booléen, dans un monde où des ou, des et et des non sont de la logique la moins chère que tu puisses faire. C'est ce que des XOR, ce qu'on appelle un XOR, c'est ce que ton CPU et tes transistors savent faire. Alors que quand tu travailles dans un ZK, excuse-moi, je ça. Quand tu travailles dans un ZK, ce qui se passe, c'est que tu travailles dans un monde arithmétique, où en fait, les opérations les moins chères sont des divisions, des multiplications, soustractions, additions. Et donc, en fait, rien que ce changement de paradigme de calcul nécessite qu'on prenne appui lorsqu'on implémente au niveau du compilateur, du système le plus bas niveau, il faut qu'on le prenne en compte. Il y a d'autres différences, par exemple, sur la façon de gérer la mémoire. Il y a des différences sur la façon que le langage est non déterministique. Donc, un exemple tout bête. Par exemple, vous prenez si vous voulez montrer que vous avez un problème que vous voulez prouver, et vous voulez prouver qu'il y a dans une liste, il y a un élément que vous avez mis un élément dans une liste. Si vous devez, en ordinateur classique, enfin sur un ordinateur classique, trouver cet élément, ça va prendre en moyenne n opérations. N, le nombre d'éléments qui est dans la liste. Okay, il y a une liste, voilà, je prends une liste, il y a n éléments dedans, on va dire 10 éléments dedans. En moyenne, pour trouver un élément dans cette liste, ça va vous prendre 10 opérations. Okay, sur Cairo, en fait, vu que c'est un langage de vérification, ben en fait, si tu sais où se trouve l'élément, tu peux juste dire, ben voilà, l'élément, il est là. Et en fait, ça, d'un point de vue du calcul, en fait, c'est en haut de 1. Le temps qu'il faut, c'est un temps constant. Et donc, en fait, c'est rien que ces différences-là de programmation nécessitent d'avoir un langage différent. Donc voilà, on parle de ce point-là. Alors maintenant, il y a deux types de VM compatibilité telles qu'elles ont été définies par le marché. Il y a
la compatibilité qui a été, l'UVM compatibilité qui a été un peu abusée en termes de sémantique, qui est dire si je prends un contrat Solidity et que je le compile, il marchera sur mon langage Zero Knowledge. Et en fait, ça, c'est ce que présente zkSync avec la zkSync V2 et ce qui est complètement analogue à Warp. Donc Warp, dans ce sens-là, est IVM compatible. C'est un peu abusif à mon sens, mais c'est comme ça qu'une partie du marché l'a défini. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle ce que je considère être la vraie VM Compatibility et ce que le marché aussi, enfin, ce qui techniquement est plus difficile à faire, c'est ce qu'on appelle prouver les bytecodes. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'aller prendre le Solidity, je vais prouver la partie, en quoi Solidity compile, le langage machine que Solidity lit. Ce qu'on appelle le bytecode. D'accord. Ça, en fait, il n'y a que 2 boîtes que je connais qui le font. Tu as Scroll et tu as Hermès, enfin Jordi Balina de chez Polygon Hermès, maintenant, qui travaille dessus. Et alors là, c'est différent, c'est de la vraie EVM comptabilité, c'est-à-dire qu'on va vraiment prouver les opérations qu'on fait l'EVM. Et alors, du coup, c'est très, très différent. Parce que d'un côté, tu prends un langage qui est assez haut niveau, donc tu peux faire par exemple, quand tu vois une addition, en langage machine, c'est beaucoup d'opérations, mais en fait, pour un langage de ZK, c'est super simple à vérifier. Et du coup, tu utilises cette structure-là pour refaire des choses plus simples. Quand tu travailles directement avec l'EVM, bytecode, avec le bytecode, en fait, là, tu travailles vraiment très bas niveau, donc tu n'as aucune optimisation de base à faire. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est plus compliqué. Donc, là, non, pour te répondre à ta question, c'est Starkware a pris le pas d'aller optimiser pour la performance. Ça veut dire, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus efficace possible. Et donc, et après, on a réfléchi à est-ce qu'on peut être VM compatible. C'est ce que fait Warp. Maintenant, si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce qu'un jeune dev devrait faire pour builder sur Starknet, pour construire sur Starknet, en fait, j'ai 2 réponses. Si c'est son projet est naturellement un projet cross-chain. Donc, je prends un exemple de projet cross-chain par défaut, un truc comme Paraswap. Pour Paraswap, c'est un projet qui, dans la nature même de son business, doit être présent partout. Et pour eux, avoir une code base, une base de code qui est différente d'une chaîne à l'autre, c'est un cauchemar. C'est beaucoup d'argent, c'est un cauchemar de management, etc. Pour eux, passer par un transpilateur, ça fait du sens. Mais si ton projet, n'a vocation que d'être sur une seule chaîne et de bénéficier des avantages de cette chaîne, il faut utiliser, à mon sens, le langage le plus natif de cette chaîne. Et Cairo vous donnera un bien meilleur contrôle de ce qui se passe au plus profond de ton application. Donc, si tu demandes mon point, c'est si, hormis si tu as déjà une code base qui est très élevée et que tu as vraiment besoin d'être cross-chain, dans ce cas-là, utilise Warp. Si tu as besoin de faire quelque chose qui est je sais pas, un jeu, un truc qui est dédié à une seule chaîne, aller directement en Cairo, ça aura beaucoup plus de sens que tu auras meilleur contrôle. Typiquement, moi, je suis à AV ou Compound. Je peux lancer mon truc, prendre mon code que j'ai sur Ethereum en Solidity, le porter sur Starknet via Warp. Et une fois que je suis confortable, je trouve les personnes qui codent en Cairo et qui me portent mon contrat Solidity en Cairo. Je fais ma transition. Ça peut me permettre de gagner un peu de temps, de proposer un service basique. C'est peut-être moins gas efficient d'utiliser C'est ça. Okay. Tout à fait. Alors, même pour te dire, répondre, tu m'as pris AV. AV, eux, ils ont pris le choix de dire, en fait, on va refaire AV sur Starknet parce qu'on n'a pas envie. Maintenant qu'on peut faire plus de choses, on va faire des choses mieux. Et ils sont en train de travailler à voir comment ils peuvent réécrire AV sur Starknet avec des améliorations. Donc là, ils travaillent avec Nethermind pour ça. Et c'est un projet qui, à mon avis, sera absolument fascinant. Ok, super. Super, super. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer qui veut construire sur Starknet, quel est le parcours en fait idéal c'est une excellente question. C'est une excellente question. Ah, putain, ça y est, il aura fallu 30 minutes pour l'entendre. 34 minutes. Bravo! Voilà. C'est une excellente question. Mais non, parce que tu as moins de questions que la dernière fois, donc elles sont moins excellentes, je veux dire. Alors, maintenant. C'est quoi le parcours d'un bon dev qui démarre? Alors, c'est une excellente question. Comme tu as compris, c'est pour moi le temps de réfléchir. Maintenant, tu connais mon astuce d'interview. Alors, on a
Alors, en plus, on a plusieurs choses. À Paris, en plus en France, on a tout un tas d'excellents, une communauté absolument incroyable de dev, d'écosystème Starknet. On a deux choses. En interne chez Starkware, on a Henri et Lucas. Donc Henri qui gère toute la partie éducation de Starknet et Cairo, et Lucas qui est aussi à Paris, qui a fait une série de tutoriaux, de 4 tutoriaux qui sont Starknet 101. On a Starknet 101, on a Starknet ERC20, Starknet ERC 721 et message LAL2 à faire. Il y a toute une série d'exercices où vous gagnez des points, vous pouvez boast le fait que vous êtes très très fort, et ils sont top. Donc ça vous mettra déjà un peu le pied à l'étrier. Ensuite, il y a d'autres entités qui émergent et qui font un travail génial, comme exemple Abdel, qui littéralement m'a dit « Ne m'oublie pas, Louis ». Abdel et Andy Dust qui à Paris et aussi à l'international, aujourd'hui ils sont à Miami, qui travaillent sur une externalisation, une décentralisation de ces contenus et de l'onboarding. Donc, je vous invite aussi à voir tout ce que fait Andy Dust en termes de contenu et de qualité. Parce que ils vont organiser des meet-up. Là, ils sont en train d'organiser avec d'autres personnes de l'écosystème un Starknet France, un groupe Starknet France, où il y aura des événements qui seront organisés. Et vous en apprendrez beaucoup plus sur ce qui peut être construit, qu'est-ce que vous pouvez faire sur Starknet. Et aujourd'hui, par exemple, alors pour les liens pour les tutos, je vais les envoyer tout de suite. C'est sur Starknet Edu. Au GitHub, tu mets sur Twitter, enfin sur Google, tu mets GitHub Starknet Edu et tu devrais trouver rapidement les liens. Il est là. Voilà. Hop. Starknet Edu, GitHub. Là, il y a. On voit ça. Mais c'est bon, tu l'as envoyé? Alors, ça, il y a aussi l'appel. Comment on fait pour lire les commentaires? Je te laisse. Je ne sais pas écrire les commentaires. Là, je t'envoie ça. Tu pourras le mettre aussi. Super. Et donc, et ce que vient d'envoyer Abdel, qui est Starkling, qui est aussi une série de tutoriaux. Donc, disons que maintenant, tu as fait ton tutoriel, tu as fait tous les tutoriaux, tu es génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il faut que tu vas sur le Discord. Tu vas sur le Discord, c'est-à-dire, tu viens sur le Discord de Starknet, tu vas poser des questions, parce qu'en vrai, tu n'arriveras pas à tout faire. Et tu vas rencontrer plein de gens intéressants. Ensuite, si tu veux commencer à émerger dans l'écosystème, tu as deux choses à faire. Tu te choisis un petit projet perso et tu le construis. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai un gars, il est venu me voir, je vais faire un forum dit on-chain, où en fait, dès que je brûle un token, ça s'appelle un Rabbit. Et en fait, ça crée des threads. Et donc, en gros, je peux brûler des tokens pour écrire continuer la thread et continuer à creuser le trou. C'est un truc assez marrant. C'est un truc, voilà, complètement vraiment le truc qui est sorti de sa tête, quoi. T'as des gens qui vont faire. T'as Gaëtan, que je vois ici, qui s'est mis en tête de faire un algorithme de compression, d'écrire un algorithme de compression. T'as des gens qui sont faits à faire des maths, à faire de l'arithmétique, à faire de la cryptographie, à implémenter un projet qui les intéresse. Regarder un projet qui les intéresse. D'ailleurs, c'est un excellent point. C'est de voir un peu tous les projets qui existent dans l'écosystème et en voir qu'est-ce que les gens ont fait. Il y a un super site qui est maintenu par nos amis d'Alpha Road qui sont aussi deux Suisses francophones, qui s'appelle starknetecoSystem.com, comme c'est écrit dans le chat, qui en fait trace tous les projets qui ont émergé. Alors, donc, maintenant que vous êtes choisi ton petit projet perso, un petit truc facile à faire, bah, tu bosses dessus. Et en fait, tu vas voir très rapidement que tu as commencé à poser des questions sur le Discord et quelqu'un va venir te voir. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu émerges dans un écosystème aussi petit, quelqu'un qui est cool et qui fait des trucs cool, ben on le repère. Et dans ces cas-là, on vient lui parler. Et moi, typiquement, c'est comme ça que je suis rentré à la rencontre de quasiment la totalité de l'écosystème, en venant les voir un par un, parce qu'ils ont posé des questions cool.
Ça ne représente même pas la totalité des projets, parce qu'il y en a plein qui sont stealth, qui sont des petits projets perso à droite à gauche. Et donc, le plus vite tu commences à bosser dessus, le plus vite quelqu'un va te voir et va te proposer des trucs cool, des boulots, des bourses, de participer à son projet, de créer un projet, etc., etc. Et moi, voilà, typiquement, comme je suis absolument tout le temps sur le Discord, je vais répondre. Et donc, dès que je vois un truc cool, quelqu'un qui pose une bonne question, bon, je vais le voir, je fais, mec, t'es cool. Enfin, mon cher monsieur, madame, vous êtes très cool. Venez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Vous Et voulez un grand? Pardon? Vous voulez un grand? Non, Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a une chose qu'on ne parle pas, c'est le Fight Club chez Starkware. Il y a un truc qu'on ne parle pas, c'est le Grand Programme. Et donc, pour l'instant, effectivement, on parle beaucoup de dev et de dev, mais moi, j'ai pas vu émerger que des devs. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont émergé sur la partie produit. Donc, un exemple très simple, soit Optimus Prime, c'est un compte Twitter. Un jour, il tweetait. Voilà, il tweetait. Et un jour, j'avais écrit une thread et tu as Anatoly qui répond à ma thread, Anatoly de Solana. Et Optimus, il commence à débattre avec lui, sans fin. Vraiment 2 heures sans fin de débat. Et à la fin, je vois le message, je lui fais mais mec, je t'aime beaucoup, monsieur, mais t'as que ça à foutre, passer 2 heures à écrire. Je fais ouais, blablabla. Par contre, et en gros, mec, on discute un peu, super sympa. Et on dit, mais tu sais quoi, viens, on va bosser ensemble, on va écrire un post ensemble. On a écrit un post ensemble. Depuis, il est devenu notre community manager sur Reddit, mais c'est pas ça qui est plus intéressant. C'est que depuis, il est rentré, il a été récupéré par Matchbox DAO, qui est une DAO qui est un accélérateur de jeux. Et aujourd'hui, il est numéro 2 ou numéro 3 de cette DAO, alors qu'il y a 3 mois, il bossait pas il y a 5 mois, il ne bossait pas en crypto. Je veux dire, c'est que quand tu as un système émergent un écosystème qui émerge, voilà, c'est Optimus, quand tu arrives à te faire repérer, à te faire voir parce que tu produis quelque chose d'intéressant, bah en fait, tu seras surpris il faut assez peu de choses. Il faut vraiment peu de choses pour commencer à émerger. Donc, quand tu es, par exemple, un marketeur, bah en fait, va juste faire des mèmes. Quand tu es un community manager, rentre sur le chat et va répondre aux questions des gens. Tu seras repéré. Quand tu es un designer, aussi fait des mimes et va communiquer de manière didactique sur comment fonctionne l'écosystème. La clé en crypto pour émerger, c'est de se faire repérer. Il n'y a pas que des boulots pour les devs. Il y a beaucoup de boulots pour les devs, mais pas que. C'est juste que le chemin pour les devs est beaucoup facile parce que construire quand tu es dev, tu fais je vais faire un repo, je vais faire un truc, il y a du code, ça marche. Se faire repérer quand tu n'es pas dev, il faut du contenu et c'est plus dur. Le contenu, c'est moins visible. Et il faut travailler d'arrache-pied pour être reconnu. Donc, les deux sont, tous les métiers sont utiles. Il faut juste pouvoir se faire repérer. Voilà, voilà. Donc, comme dirait, voilà. Moi, un autre point du coup là-dessus, c'est peu importe ce que vous produisez, vous devez le tweeter. Et non seulement le tweeter, mais aussi être visible quand on le tweet. C'est-à-dire le partager aux personnes qui en ont quelque chose à faire. Comme ça, elles vont le retweeter et vous donner de l'engagement. Vous serez surpris de l'efficacité de cette méthode-là. Dès que vous faites quelque chose, tweetez. Tweetez, tweetez. C'est hyper important. C'était très, Long. Non, c'était très bien. C'était très bien, mais c'était une très très bonne réponse. Je me donne du temps pour réfléchir. Je t'en Je prie. suis en train de... Une excellente question alors. Non, non, mais j'avais 10 000 questions à poser, mais là, j'ai perdu le fil de mes Ah oui, pensées. t'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est parce que, je comprends bien parce que bon, Ah, ouais. on voit de plus en plus de gens, tu sais, qui lancent leur propre node, etc. Et on sait qu'à terme, sur Starknet. Salut Henri, bienvenue. Salut, merci. Ouais. On sent quelqu'un d'intelligent qui arrive dans ce chat. Je peux pas te faire ça. Très heureux de t'accueillir. Je vais reprendre ma question un peu plus tard. Je te laisse te présenter, Henri. Voilà, ouais, ça va être vite fait. Salut, je m'appelle Henri Lyoto, je travaille chez Starkware avec Louis. Moi, je suis basé à Paris et je suis dev advocate pour Starknet. Donc, mon boulot, c'est d'expliquer aux gens ce que c'est Starknet et comment ils peuvent construire des trucs cool dessus. Tout simplement, justement, on parlait de voilà, le parcours à suivre, en fait, si on s'intéresse à cet écosystème, si on veut construire. Je suppose que tu es aussi actif sur le Discord comme Louis et que tu aides des personnes qui en... Non? Moi, je suis pas méga actif sur Discord. Lucas, qui travaille avec nous, est très actif. Lui, il fait beaucoup de support et il aide beaucoup les gens. Mais c'est vrai que c'est le bon endroit pour aller chercher des coups de main. Moi, je fais pas mal de... Putain, Louis s'est barré. Ok. Je fais pas mal d'appels avec les gens de l'écosystème qui
se posent la question de comment commencer, qui cherchent des ressources pour démarrer, qui se demandent si on peut faire des trucs, ou des projets qui ont besoin d'un coup de main sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'architecture de notre projet, ce genre de trucs. Et puis on produit du contenu aussi, on essaie de faire des tutoriaux et des trucs pour que ce soit facile pour les gens de commencer à se servir de Starknet. Donc je bosse pas mal là-dessus aussi. Il y en a un très sympathique sur le thème de Stargate SG1 qui explique un peu Cairo à travers différents chapitres. C'est bien ça, non? En fait, on a plusieurs trucs. Nous, le premier qu'on a fait, c'est pas forcément sur le thème. Nous, ceux qu'on a fait, ils sont pas sur le thème de Stargate SG1. Mais dans l'ensemble, nous, nos tutoriaux, en fait, on essaie de les faire pour que ce soit super facile. Dans le sens où c'est toujours super facile, mais tu apprends plein de trucs. Donc, la première question, elle est toujours super facile à faire. Et la question suivante, c'est toujours 2 points de plus et c'est toujours pas trop compliqué. Mais si tu fais tout, ça va te prendre du temps et tu vas apprendre des trucs. Mais on essaie d'avoir une learning curve qui est super douce. Mais après, c'est vrai que Abdel, qui vient de nous rejoindre, eux, ils ont fait un tuto qui s'appelle Starklings, qui est plutôt sur le thème Stargate, effectivement. Yes. Abdel. Salut, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Et je tiens à dire aussi, Henri, franchement, très très cool. Il fait du très bon contenu éducatif, etc. Et je trouve que sa voix est apaisante aussi. Donc, non seulement tu apprends, et en plus, il te relaxe. Donc, que demander de mieux? Donc, allez écouter ses streams. Franchement, Henri, c'est la zen attitude. Et en même temps, vous apprenez. Donc, c'est parfait. Bienvenue sur Radio Starknet. Tous les soirs, de 1h à 5h du matin, je vous accompagne dans votre enseignement de Cairo. Tu vois, c'est magnifique. Rien que pour ça, tu as envie d'apprendre du Cairo direct. C'est de la SMR. Oui. T'avais jamais remarqué, Louis? Mais non, mais j'ai jamais. Mais j'adore parler à Henri, tu sais, je suis en extase. Oui. Bah, quoi? C'est mais maintenant, tu comprends. Bah oui, ouais, c'est ça. ASMR. Ouais, c'est ça. C'est de l'ASM Algebraic Intermediate Representation. ASMR. Ouais. Donc, à terme, ce qu'on veut, c'est que tous les acteurs qui viabilisent, tous les acteurs qui font fonctionner le réseau Starknet d'ici la fin de l'année, enfin, une fois que le truc est mature, on veut que tous ces acteurs-là soient. On veut que, ce soit ouvert à tout le monde, en fait, qu'il s'agisse le fonctionnement du réseau, donc le séquenceur, le prouveur, etc. Quelle est votre stratégie pour y arriver? Quand est-ce qu'on va pouvoir, en fait, s'impliquer dans ces étapes-là, en fait, du fonctionnement du réseau? C'est un peu formulé maladroitement, mais vous voyez où je veux en venir? Ouais, tout à fait. Peut-être ta question, c'est aujourd'hui, c'est un réseau centralisé, Starknet. Et quand est-ce que ça sera décentralisé? Alors, la première raison, c'est pourquoi est-ce que c'est centralisé aujourd'hui? La première réponse à ça, c'est juste que construire un truc comme Starknet, ça nous a pris du temps. Et là, en fait, il faut voir que dans ce qu'on a fait sur un an, c'est ajouter des fonctionnalités, en fait. Faire en sorte qu'avec le réseau, on puisse coder des trucs pour faire des smart contracts. Ce qui n'est pas complètement trivial parce que c'est un nouveau langage de programmation, c'est une nouvelle construction et tout ça. Là, avec la version 0.9 qui va arriver dans une semaine ou un truc comme ça, on va être à feature parity avec Ethereum. Donc ça veut dire qu'on va vraiment arriver au moment où tout ce que tu fais sur Ethereum, tu pourras le faire sur Starknet. Et là, on commence du coup à réfléchir à la suite. Et ça fait partie des travaux qu'on a engagés là, qu'on est en train d'engager. Il y a une partie performance, on reviendra peut-être un peu dessus, mais la deuxième partie, c'est sur la décentralisation. Et c'est difficile de donner une réponse claire là-dessus parce qu'on est en train de le définir. En fait, il n'y a pas de playbook, on ne sait pas forcément où on va ou comment on va le faire. Il y a plein de choses à explorer. Du coup, je ne sais pas, Louis, si tu veux donner des détails sur les trucs qu'on est en train vraiment de regarder, mais ce que je veux juste mentionner, c'est comment vous pouvez vous impliquer. On a des forums. On a un forum de gouvernance, c'est community.starknet.io. Et c'est là où on a les discussions à ce sujet-là, en fait. Quel rôle pour chaque player du réseau, quel algorithme de consensus, quel genre de finalité on peut attendre. Et du coup, le meilleur moyen de s'impliquer, c'est d'aller regarder ces discussions-là, de donner son avis, de faire des suggestions. Et notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir une roadmap claire sur comment on va faire ça. Alors, exactement, enfin, c'est la grande difficulté d'être le premier en fait à partir sur une technologie différente avec des caractéristiques différentes. C'est effectivement, on doit tout inventer. On doit tout inventer. On doit pas tout réinventer parce qu'il y a des choses qui existent déjà, mais on doit tout adapter et voir qu'est-ce qui colle bien, qu'est-ce qui correspond, etc. Et donc ça prend un peu de temps. Pour donner un exemple marrant, voilà, un sujet marrant qui est le premier sujet qu'on a débattu sur le forum, qu'on a en redébattu aujourd'hui.
On a comment, dans un ZKP, faire un reverse de transaction. Quand vous voyez quand une transaction échoue sur Ethereum, c'est facile parce que ça s'implémente facilement dans le code et il est facile d'implanter. Sur Starknet, avec des systèmes de preuve, en fait, c'est pas du tout simple de prouver des choses qui sont fausses. Parce que tu vois, prouver quelque chose qui est vrai, c'est facile, ça marche. Tout est vrai. Mais quand tu prouves quelque chose qui est faux, en fait, on a plusieurs façons de le faire. Et toutes les façons de le faire sont intéressantes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc maintenant, la question, c'est pourquoi on le fait et dans quelle façon on le fait. C'est aussi simple que ça. Et on est en train de choisir en interne la meilleure façon, quel est le trade-off qu'on est prêt à accepter et qu'on pense qui sera plus intéressant pour la communauté. Et il y a d'autres sujets. Il y a le sujet de comment on sépare ceux qui organisent les blocs, qui organisent la chaîne, et ceux qui prouvent. Est-ce qu'on veut séparer les gens qui ordonnent les transactions de ceux qui les exécutent, de ceux qui les prouvent? Il y a tout un champ de dimensions possibles sur lequel on travaille et sur lequel qui nous prennent du temps avant de décider. Donc on y est, on avance doucement, mais on y sera pour la fin de l'année. Donc, imaginons tout le monde fait tourner un séquenceur et en fait, il y a un séquenceur qui est élu pour ordonner les transactions et puis après, c'est un autre et puis après, c'est un autre. Ça, c'est typiquement ce qui se passerait sur Tendermint, par exemple. Mais tu peux faire ça aussi différemment. Tu vois, tu peux faire un truc où en fait, les sequencers en fait, tu as un leader qui effectivement ordonne, mais il ne sait pas ce que les transactions vont faire. Et ce pas les mêmes nœuds qui ordonnent que ceux qui exécutent, par exemple. D'accord. Parce que tu vois, je peux ordonner Ethereum, je peux l'ordonner sur mon téléphone si je voulais. Je peux. Il n'y a pas de sujet. Mais est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut séparer l'ordering de l'exécution, de la preuve? Il y a tout un tas de dimensionnalités qu'on doit prendre en compte qui correspondent aux questions qui sont des questions intéressantes auxquelles on réfléchit. Quoi. En fait, ce qui est intéressant avec... Ouais, pardon, t'allais dire un truc à Ouais, j'allais dire juste un point sur la décentralisation, parce que quand même, il faut quand même mitiger. Parce que quand on parle de décentralisation, c'est très vague. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que là, la décentralisation, le fait que ça soit centralisé au niveau du prover n'est pas un problème en termes de sécurité, parce que le prover ne peut pas faire des opérations malveillantes. Entre guillemets, c'est juste un problème de résistance à la censure. Donc voilà, il faut quand même mitiger aussi les risques liés à ce manque de décentralisation. Donc là, c'est principalement un risque de non-résistance à la censure, le fait qu'il y ait que Starkware qui soit capable de faire le séquenceur et le prover. On a confiance en Starkware. Comment? C'est ça qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin en fait. On n'a pas besoin, c'est ça, c'est ce que je dis, ils ne pourront pas faire des opérations malveillantes. Donc en fait, c'est ça l'avantage de faire confiance aux maths, c'est qu'ils ne peuvent pas tricher. Donc c'est juste, le problème, c'est juste voilà, la résistance à la censure. Quoi. Parce que rien ne les oblige à inclure ta transaction. En fait. C'est ça, entre guillemets, le seul problème, qui en est un gros quand même. Bien sûr qu'on a besoin d'un système résistant à la censure. Ça, c'est évident. Mais oui. Ce que je trouve intéressant avec ces discussions de décentralisation, c'est que le fait que dans les ZK Rollup, tu puisses faire avec l'exécution ce que dans des réseaux de Proof of Work ou de Proof of Stake, tu fais avec la sécurité, c'est-à-dire que tu la délègues à des acteurs à la périphérie du réseau et en fait, qui peuvent se spécialiser. Et du coup, la plupart des participants, ils n'ont pas besoin de faire ces trucs-là. Tu n'as pas besoin de faire tourner un ASIC chez toi pour pouvoir faire des transactions sur Bitcoin. Demain, tu n'auras pas besoin de faire tourner un séquenceur Starknet pour utiliser Starknet et tu auras pleine confiance dans le fait que le système est bien. En fait, ça fait que ça va redéfinir la topologie du réseau. Ça va définir des nouveaux types d'acteurs qui vont faire des trucs différents, qui vont avoir des interactions différentes. Et que du coup, en fait, le schéma que tu as dans ta tête de il y a les mineurs, il y a les full nodes, il y a les light nodes, mais il est pas vraiment, enfin, on peut pas l'appliquer exactement dans ce que nous on va faire. En fait, tu as tout un tas de définitions et de nouveaux rôles à retrouver. Et ça, c'est super intéressant. C'est quoi un full node sur Starknet? C'est quelqu'un qui vérifie les preuves. Dans ce cas-là, tu as un nœud Ethereum, c'est bien, tu as un full node de Starknet parce que tu valides toutes les preuves en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toutes les transactions? Il y a toute une. T'as tout un lexique aussi et des définitions à poser et c'est assez marrant à voir et à explorer. Et une des choses aussi qui, pour moi, est très représentative de la philosophie de Starkware, c'est que, sincèrement, je trouve qu'ils prennent les bonnes décisions sur tous les points importants. Par exemple, la grosse décision du EVM compatible ou pas, je trouve que c'était très... Bien sûr, c'était risqué de prendre ce parti-là, mais en fait, ça veut dire aussi qu'ils sont plus limités par l'EVM. Donc maintenant, voilà, ils vont être à feature parity avec l'EVM, mais maintenant, ça veut dire qu'ils peuvent aller plus loin que l'EVM, explorer des nouveaux use cases, etc. Il y a un autre point, c'est que par exemple, la technologie Stark, si on parle de la concurrence avec notamment les SNARK,
vu qu'elle est sur la partie prover en particulier, la complexité algorithmique est plus faible, donc c'est plus propice à la décentralisation, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est un avantage qu'ils ont par rapport à la concurrence. On a besoin de moins de ressources pour générer la preuve, donc d'une machine moins puissante, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Il y a de toutes les choses. On entend parler de Plonk, Plonky V2, Plonky V5, Stark, Snark, Snax. Snacks. Je ne connais pas celui-là, Snacks. non, mais j'espère qu'il est sorti de. Ouais. J'ai dû voir le Spax aussi. Hein. Le Spark. C'est vrai? C'est vrai, il existe le Spark. Ah, d'accord. Okay. Je connaissais pas ça. Ouais, je l'ai vu le voir. Il y avait un papier qui s'appelle Baby Shark. Ah, il s'appelle Baby Shark Doudou. Je ne rigole pas. Je dois le retrouver. C'est vrai? Ok. Mais pour le coup, c'est super intéressant de voir tous ces schémas qui émergent. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec tous ces trucs-là, c'est que c'est plein de constructions qui sont super intéressantes, mais pour la plupart, c'est des produits de laboratoire en fait. Et c'est pas des trucs qui ont été encore testés en prod. Nous, on a choisi ce qu'on fait, on a choisi notre construction parce qu'on sait que à l'échelle, ça marche. Et c'est un truc important à garder en tête quand tu vois des claims de performance ou quoi. Bah, c'est super. C'est très intéressant, c'est des bons heuristiques, mais c'est important de confronter ça à des trucs que tu vois en prod. C'est comme un mec qui dit, ah non, mais moi, dans mon jardin, je fais pousser des carottes sans pesticides, alors on devrait pouvoir le faire sur des grands champs. C'est pas du tout pareil de gérer ton potager chez toi et de gérer un champ où tu nourris des centaines de personnes. C'est une analogie un peu bizarre, mais... La rupture, on est sur de la science de pointe, etc. Et quand il y a un génie qui sort un nouveau système de preuve, etc., qui c'est qui va vérifier son travail? La question, est-ce que quelqu'un a déjà lu le papier de Elie Bensasson sur les je pense ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs dimensionnalités là-dedans. En fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vérifié la construction mathématique et est-ce qu'il y a des gens qui ont vérifié l'implémentation? C'est deux trucs différents en fait. Souvent, les papiers vérification mathématique, oui, ça a été vu. Enfin, il y a beaucoup d'experts cryptographiques qui ont regardé. Non, ça, c'est pour le fameux Baby Snark. C'était vrai alors. Putain, c'est vrai, Baby Snark. Andrew Miller étant un grand professeur de cryptographie. Et c'est Scroll, Yezang, je crois, aussi. C'est le type de Scroll. Pardon? Et Yezang, je pense qu'il est chez Scroll. Ouais, il est chez Scroll. Ouais, donc voilà, il a vraiment inventé le Baby Snark. Comme on peut voir, les cryptographeurs sont des gens très drôles. Voilà. On peut en parler. Donc, alors, du coup, pour revenir à notre histoire de gens très drôles, non, alors, il y a deux choses d'ailleurs. Est-ce que tu me demandes qui a revu? Bon, c'est comme tout. À un moment, tu sais, dans la vie, tout est vérifiable, mais tu fais confiance à des experts pour le faire pour toi. Parce que tu n'es pas un expert en tout. Typiquement, je fais confiance la transparence, ça permet juste de dire que les experts qui en ont quelque chose à faire, ils peuvent regarder. Moi, je prends toujours l'exemple aussi de... Alors, je vais faire une citation de Ratatouille, le film. Donc, tu sais, le Cousteau, il dit tout le monde peut devenir cuisinier, mais tout le monde ne savait pas dire tout le monde va être un cuisinier. C'est n'importe qui peut le devenir. C'est comme ça que c'est ça la citation de Ratatouille. Et donc en fait, c'est ça la transparence, c'est que peut-être que tu vas pas le faire, mais il y a quelqu'un que n'importe qui peut le faire s'il en a envie. Et l'analogie, on la retrouve aussi, par exemple, sur les smart contracts, sur Ethereum. Ok, un code source peut être publié sur Etherscan, mais ça ne veut pas dire que les utilisateurs lambda vont être capables d'analyser le code source et savoir s'il a des failles ou des vulnérabilités. Donc, tout à fait. Et alors, pour l'anecdote aussi, d'ailleurs, on va bientôt sortir un audit du Stark Verifier et du Cairo Verifier, fait par une super équipe française, d'ailleurs, dont je dirai le nom parce qu'ils vont pas encore demandé, mais bientôt on va le publier, qui expliquera comment le papier fonctionne comment l'implémentation relate au papier. Donc, en gros, on a une équipe française, d'ailleurs, de cryptographes qui ne sont pas de la blockchain au départ, qui ont fait un audit complet de la partie Solidity, à la fois sur la partie Stark et sur la partie Cairo. Et on va les révéler sous peu. Trop bien, ça. Ouais, ça c'est un petit alpha. Est-ce que vous avez parlé un petit peu de la compte abstraction, parce que aussi c'est une feature qui n'est pas souvent mise en avant. Je pense que c'est important d'en parler, en termes d'expérience utilisateur et tout ce que ça peut amener. Je pense que c'est vraiment important d'en parler. Tu peux nous en parler moi, je te laisse en parler parce que j'ai plein de choses à dire, mais je suis sûr qu'on a au moins autant. Ouais, ok. Non, en ce qui est intéressant en fait sur Starknet,
Donc, c'est quelque chose qui a été rêvé depuis longtemps sur Ethereum, mais de par l'héritage d'Ethereum, c'est compliqué de le mettre en place. La compte abstraction, c'est quoi? Vous savez, par exemple, sur Ethereum, il y a une distinction naturelle entre deux types d'accounts. Les end-user accounts qui sont contrôlés par une clé privée, donc ce que vous avez dans votre wallet, par exemple MetaMask ou autre, et les accounts qui sont des smart contracts. Et la différence, en gros, c'est que l'un est contrôlé par une clé privée et l'autre est contrôlé par du code. En fait, sur Starknet, il n'y a pas cette distinction. Il y a une notion d'abstraction des accounts qui, en fait, ils sont tous des smart contracts. Donc, ce que ça permet de faire, en fait, c'est que ça permet d'innover en matière d'expérience utilisateur sur des wallets. Si on voudrait donner des exemples, ça pourrait permettre de faire ce qu'on appelle des social recovery wallets. Donc, par exemple, c'était une idée qui avait été émise par Vitalik, ce genre de choses. Ça permet, par exemple, comme Argent X, ce qui permet de faire, c'est d'avoir un mode où vous n'avez pas besoin de retenir une seed pour vous connecter avec votre wallet, etc. Et je pense qu'il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas encore vus qui vont arriver grâce à la compte abstraction. Donc, je trouve que c'est super que Starknet ait été pionnier à ce niveau-là et décidé de le mettre depuis le début sur le réseau. Donc, j'ai parlé notamment au CTO de Argent X. Ils étaient très contents et c'est pour ça qu'ils sont aussi bullish sur Starkware parce que eux, ça fait longtemps qu'ils essayent de pousser sur Ethereum, mais malheureusement, ils se heurtent à la réalité de Ethereum et ça, on la connaît tous. C'est compliqué de changer ce paquebot en inertie en cours de route. Donc là, ils sont très contents que Starknet ait fait le choix de l'avoir dès le début. Et justement, ils sont en train de réfléchir à des cas d'utilisation qui vont être énormes, notamment dans les use cases de gaming. On pourra voir apparaître des choses très folles. Des choses comme être capable de pendant un temps duré, par exemple 30 minutes, de faire des interactions avec son wallet sans avoir à confirmer les transactions, etc. Donc ça va fluidifier considérablement l'expérience utilisateur et débloquer des choses qu'on ne pourrait pas voir sans ça en fait. Donc c'est pour ça que je tenais à le dire, que c'est super important pour moi. Je l'ai bien vendu, Louis, ou pas? Ça va? Bah, tu as bien vendu, mais j'allais bien un peu plus loin que toi. C'est-à-dire que moi, un truc que j'imagine qu'on va voir venir, c'est des App Store pour les accounts. Où en gros, tu puisses avoir en fait ton propre plugin qui va te permettre, par exemple, comme disait Abdel, de faire du gaming avec cette application pour un temps duré, d'avoir une clé spécifique pour chaque usage. Par exemple, imagine que tu veux ne pas avoir de. Tu pourrais imaginer un système où tu as une clé pas très bien sécurisée, mais pour faire des swaps sur quelques tokens prédéfinis sur Uniswap. Donc, par exemple, tu vois, disons que j'ai de l'Ether sur mon wallet et en fait, je veux pouvoir le trader back en dollars instantanément, le USDC instantanément. Et je vais pas avoir un ledger, mais il y a beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie de me casser la tête à le bouger. Mais en fait, avec un account abstraction, je peux juste avoir une clé qui va être sur mon téléphone, qui va pouvoir faire que cette transaction-là, que cette transaction avec Uniswap. Quelque chose qui est intéressant, c'est par exemple avoir la possibilité de labelliser une transaction directement au niveau de la chaîne. Un exemple bête, tu vois, qui permettra de faire de l'accounting facilement. Enfin, des idées un peu extravagantes aujourd'hui, c'est même complètement saugrenues aujourd'hui, mais qui demain seront de l'ordre du possible une fois qu'on aura implémenté toute la logique. Un autre truc, par exemple, grâce au account abstraction, c'est qu'on a du multi-call, c'est-à-dire que tu peux avoir tu n'auras plus besoin de plusieurs transactions pour pouvoir faire approval, swap et remover les approval. Par exemple, grâce à la code abstraction, tu n'as plus besoin d'un disperse ou d'utiliser quelque chose comme permit ou comment dire ça encore Approve et transfer from. Ouais, après transfer from. Non, mais pas ça, je pensais plutôt un truc genre Furo Combo. Voilà. Furo Combo, ouais. Okay. Les flash loans. Ouais, ça change complètement, ça, du coup, la façon dont ça marche Furo Combo. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que là, on parle de cas d'usage super technique et tout ça. Moi, ce qui m'excite le plus avec le count abstraction, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais un des trucs qui me fascine le plus avec ça, c'est à quel point ça va faciliter l'onboarding des nouveaux utilisateurs. C'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, le truc, c'est que qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Imagine que tu as une DApp, ok? Tu la déploies sur Ethereum et tu veux qu'il y ait des gens qui viennent déposer des sous dedans ou faire des interactions. Tu as un jeu sur la blockchain, tu vois, et tu veux que les gens ils aillent faire 2-3 trucs et onboarder ton jeu. C'est quoi le premier truc qui va te casser les pieds? Soit c'est toi qui as leur clé privée, soit il faut qu'ils aillent acheter de l'Ether et qu'ils l'envoient sur la chaîne. Et c'est super galère. Ah, allez vous créer un compte sur Binance. Venez, on fait le transfert. Ah, tu vois, genre, c'est une friction de ouf pour onboarder les gens. Avec le count abstraction, tu peux imaginer des systèmes où les gens, tu vas juste leur faire déployer un wallet. Tu peux même le faire directement dans ton app si tu veux. Tu peux même le faire dans ton browser. Tu le fais comme tu veux et tu payes les fees pour eux
pour les premières transactions. Mais c'est eux qui gardent full contrôle de la clé et tout ça. Ça va tellement faciliter l'onboarding des nouveaux utilisateurs que ça pour moi, je pense que c'est un truc, c'est un truc après lequel plein de gens courent après sur Ethereum. Pour l'adoption de masse. Exactement. Diminuer la friction. La crypto pour ta grand-mère, c'est beaucoup plus simple sur Starknet que sur Ethereum en fait. C'est une problématique qui revient souvent. D'ailleurs, là, il y a Coinbase qui a sorti un MPC Wallet. Alors, ça n'a pas les mêmes vertus, mais c'est vraiment un problème que même les boîtes qui produisent des wallets essayent de résoudre en permanence. Parce que qui va retenir sa seed, qui va passer en fait ces étapes-là, qui va se... Ouais, c'est pas quelque chose que nos parents seraient confortables, très confortablement, pardon. J'avais un autre sujet. Le sujet de Bitcoin. On entend parler de seconde couche sur Bitcoin, la Lightning Network, J'aime ce sujet, putain. Liquid, j'en passe. J'aime pas ce sujet. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur, est-ce qu'on peut voir en fait un Starknet sur Bitcoin en fait pour scaler oui. Bitcoin et les outils. Oui. Ose le dire. J'ose le dire. Yes. Oh coucou, je fais l'intervention surprise. Non, mais j'entendais des gens savants. Je suis désolé, je suis terriblement en retard, mais je voulais pas rater la fête. Donc, tu arrives sur la question peut-être la plus intéressante et qui va t'intéresser. De l'année là. Est-ce que Starknet sur Bitcoin? Mais la réponse est oui, mais avec un twist. C'est-à-dire que le grand problème de Bitcoin aujourd'hui, le plus gros problème de Bitcoin dans tout le narratif au Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de fees sur Bitcoin. Bitcoin, je crois, a 100 fois moins de fees que Ethereum. Oui, énormément. Ah oui, c'est clair. Voilà, il y a même des dApps, il y a plein de dApps sur Ethereum qui ont plus de sécurité. Une fait plus de fees que Bitcoin. ENS aussi, enfin, il y en a plein. Oui. ENS? Arrête. ENS fait plus de fees que Bitcoin, oui. Ok, absolument. Alors, le grand problème de Bitcoin, c'est que toute la sécurité de Bitcoin post-émission, donc en gros à partir de 2050, pour la faire simple, même si la vraie fin d'émission, c'est 2140, je crois, 2120. Oui, mais en vrai, à partir de 2000, ça commence à devenir négligeable. Logarithmique, en fait. C'est ça. Une division par deux. Donc à un moment, tu arrives à un pouillème de ce truc. Donc ils disent qu'effectivement, la fin d'émission, c'est 2140. La réalité, c'est qu'à partir de 2050, déjà, on sera en difficulté pour sponsoriser le réseau. Alors, exactement. Et donc, le grand problème, c'est que le grand problème de Bitcoin, c'est qu'ils ont un paradoxe, c'est qu'ils disent que leur solution de scaling, c'est du Lightning, sauf que Lightning, ça ne paye pas de fees, par définition. C'est tout le principe du scaling de Lightning, c'est que ça ne paye pas de fees. Donc, en fait, ils disent, en gros, ça ne sera pas cher, mais en même temps, ça n'arrête pas le problème qu'il faut qu'il y ait des gens qui payent pour le réseau. Il y a d'autres sujets, hein, mais ça, c'est les deux plus gros sujets. Et alors, les seules personnes qui sont intéressantes pour payer des fees, ce sont des utilisateurs qui ont des activités économiques importantes, qui donc amènent au L2. Alors, quand tu définis une L2, alors pour l'anecdote, le papier de référence des L2, je l'adore. C'est un papier d'un pote qui s'appelle Patrick McCorry, qui est, alors déjà, il a un accent à couper au couteau, il est génial. C'est un Écossais, ça rigole pas, tu vois. Alors lui, quand il parle, il faut être chaud, quoi. Et donc, Patrick, il a écrit un papier qui s'appelle, qui n'est pas une référence des L2, qui s'appelle Scaling Blockchain by Validating Bridges. Non, c'est moi, je regarde. Validating bridges as a scaling solution. C'est-à-dire, en gros, la validation des bridges comme solution de scaling. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas ça, mais tout l'enjeu d'une L2, c'est son bridge. Il n'y a rien d'autre. La seule différence entre une L2 et ils ont une sidechain, c'est la façon dont est évalué le bridge. Ni plus ni moins. Alors, super papier de référence. J'adore ça. Et alors, du coup, sur Bitcoin, vu que sur Bitcoin, la seule chose que tu peux se faire, c'est des transferts de tokens. Mais en fait, si je transfère 1 milliard de tokens ou si je transfère 0,1 Bitcoin, en fait, en termes de willingness to pay, en termes de ma capacité de paiement, en termes de ce que j'ai envie de payer, en fait, ça ne change pas grand-chose. Alors, théoriquement, il y a une attaque. Si je fais un dépôt d'1 milliard, il faut attendre très, 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 très longtemps pour que ce soit plus rentable de river la transaction. Bon, en dehors de celui-là, il n'y a pas de raison que je vais payer des hautes transactions.
Quand tu es une L2, ton but, c'est d'être inclus tu dois settle et donc tu dois pouvoir libérer les tokens. Et donc, tu es prêt à payer de l'argent parce que tu as une vraie activité économique qui se passe en dessous. Et donc, il y a une discussion aujourd'hui assez poussée dans la communauté Bitcoin de ramener des acteurs qui sont prêts à payer des fees. Et typiquement des L2. Et là où en fait les Stark ont un rôle à jouer, c'est qu'en fait les Stark en tant que tels sont la solution qui résolve tous les problèmes existentiels de Bitcoin. Alors, les problèmes existentiels, ça veut dire les L2 comme je viens d'expliquer, mais aussi ce qu'on appelle la post-quantum security. Comment tu fais aujourd'hui avec des Stark, en fait, les Stark sont résistants aux ordinateurs quantiques, donc on peut faire des signatures électroniques qui sont post-quantiques avec des Stark. Et finalement, en plus, un dernier problème qui est dans Bitcoin, qui est le manque d'expressivité du langage, ce qu'on appelle le Bitcoin script, qui, en gros, si tu rajoutes un opcode Stark ou Cairo, en fait, d'un coup, tu as un accès à un langage de programmation qui te permet de tout faire. Et sans pour autant. Et la privacy, Benoît aussi a raison. Benoît qui a cité la privacy aussi. Oui. Privacy, pour moi, je la note dans une notion de L2, en fait. En fait, typiquement, en fait, la privacy telle que définie, par exemple, par un sapling, par un Zcash, c'est une L2. C'est une autre chaîne qui se synchronise avec la chaîne principale. Alors, ce n'est pas exactement une L2 parce qu'en fait, il n'y a pas de garantie de sécurité entre les deux, mais en gros, son principe, c'est une L2. Et donc, tu as raison, la privacy. Donc, en gros, tu rajoutes des stacks dedans, tu rajoutes un autre truc, c'est pas les covenants, qui sont en gros l'idée que tu puisses garder un état entre les deux. Tu peux conserver une information entre différents coins, pour faire simple. En fait, ça résout tous les problèmes. Et donc, ils regardent très précisément ce qui se passe sur Cairo et Starknet. Parce que c'est potentiellement pour eux une vraie solution de futur. Et le truc qui est assez amusant, même quand tu regardes dans le détail de Bitcoin, c'est que d'un point de vue technique, Bitcoin, comme layer de settlement des L2, c'est potentiellement supérieur à Ethereum. Oh! Oui, et voilà, petit choc. Et même moi, qui tu me connais en tant que. Même moi, on en parlait avec lui, et moi aussi, je suis d'accord que Bitcoin pourrait être un meilleur de. Mais alors, qu'est-ce que vous. Mais les mecs, allez-y! Non, mais attends, il y a quand même pas de problème. Ouais, vas-y. J'ai expliqué pourquoi c'est potentiellement une meilleure layer de settlement. Il y a une raison à ça. C'est que les rollups n'ont pas besoin de composabilité. Ils n'ont pas besoin d'interaction entre contrats. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un système qui permet de conserver un Merkle tree, pour la faire simple, en gros, un Merkle rule qui correspond à l'état du système et qui est maintenu d'un UTXO 1 à un UTXO 2. C'est ça dont tu vas voir. Tu veux maintenir l'état directement sur la layer. Et tu n'as pas besoin de composabilité, tu n'as pas besoin qu'il fasse des calls intercontrats. Et l'avantage du Bitcoin par rapport à ça, justement, c'est qu'en fait, Bitcoin, puisque tous les UTXO un Merkle tree oui, j'avoue, les gens lambda qui ne connaissent pas un Merkle tree pour la faire simple, je ne pense pas que ça les aide pas là, je pense. Voilà. Alors, pour représenter, on va représenter, enfin, un résumé de la chaîne, ça s'appelle un Merkle root, une racine de Merkle. C'est comme si on avait une empreinte en fait de l'état de la chaîne. Merci Abdel de traduire du Louis au monde. C'est un langage que Henri aussi se tarde de faire ça au boulot. Ça arrive régulièrement. Et donc, pour finir sur le sujet, c'est que, en fait, Bitcoin a cette propriété qui est que toutes les transactions qui se passent sur Bitcoin sont parallélisables. Ce qui n'est pas le cas d'Ethereum. C'est séquencé, ouais, mais c'est sur Ethereum, grâce aux UTXO. Pardon? Grâce aux UTXO, je suppose. Grâce aux UTXO, c'est en fait sur ça que travaille Fuel en plus. Pardon? C'est sur ça que travaille Fuel en plus, c'est un de leurs arguments de vente. Fuel, justement, c'est un mix. Comment tu fais pour utiliser des UTXO pour créer des smart contracts? C'est un peu plus compliqué que ça. Je t'avoue que je ne suis pas grand familier parce que c'est assez sophistiqué du coup pour faire ça comme le fait Fuel. Mais en gros, oui, vu que tu as des UTXO, en fait, les UTXO n'ont aucun lien les uns avec les autres. Et du coup, tu peux les processer. Pardon? Oui, non, excuse-moi. Oui. Tu peux les processer en parallèle, en fait. Ce qui te permet un gain exceptionnel de vérification. Et un dernier point encore qui, moi qui m'intéresse le plus sur les sujets de Bitcoin, c'est que Bitcoin, en gros, avec Ethereum, ce sont les deux chaînes qui sont les plus neutres, qui sont les moins gamées. Il y a eu le moins de VC au départ qui ont pris la moitié du nom token. Et aujourd'hui, si tu veux la chaîne d'un point de vue L1, la chaîne ultime la chaîne ultime d'un point de vue L1, c'est une chaîne qui est d'un point de vue ZK qui est récursive. C'est-à-dire qu'elle se prouve elle-même, de type Mina. Tu prends Mina, en fait, tu veux synchroniser la chaîne,
tu peux la synchroniser sur ton téléphone. Pourquoi? Est-ce que tu récupères la preuve et tu télécharges la base de données et tu as fini. Tu peux synchroniser Mina sur ton téléphone, c'est hyper facile. Mais le problème, c'est comme je disais, c'est qu'il n'y a plus que il y a que deux chaînes qui sont potentiellement, réellement, de facto, ont un potentiel de devenir une L1, la L1 du monde. Bitcoin et Ethereum. Ethereum n'a aucune chance, en tout cas, étant donné le savoir actuel et à 10 ans à venir, de devenir succinct. Alors, je peux me tromper, mais pour toute personne qui connaît un peu le sujet des zero knowledge, il n'y a personne qui conçoit que Ethereum peut devenir succinct dans l'espace des 5 prochaines années, voire plus. Ouais, je te confirme. Là où là où Bitcoin, en fait, c'est tellement simple d'un point de vue technique en fait, les blocs ne grandissent que tellement lentement qu'en fait, il est réaliste de faire une vérification de Bitcoin entier dans une Stark, dans une preuve Stark. De sorte que tu pourrais syncer tout Bitcoin et avoir sur ton téléphone et vérifier l'intégralité de Bitcoin avec une preuve. Il y a juste quelques points à définir. Donc, on parle de Mina. En fait, leur punchline marketing, c'est la blockchain la plus légère du monde. En gros, Mina génère tous les 2 blocs, en fait, une preuve qui fait la taille d'un tweet que tout le monde peut vérifier très, très facilement. Et tu dis qu'il est impossible, en fait, d'avoir une version, on va dire, succinct d'Ethereum. Et ça, c'est lié, en fait, au temps de bloc d'Ethereum. C'est lié à quels paramètres, en fait. Il faut pouvoir générer quelque chose, prouver, en fait, générer cette preuve dans un temps très court. Chose qui est facile à faire, en fait, plus facile à faire sur Bitcoin, vu qu'il y a un temps de bloc plus long. Qu'est-ce que c'est, en fait Pourquoi? On t'entend plus? T'es mute. Ouais. T'es mute. Mieux. Alors, sur Bitcoin, le temps de chaque. En gros, sur Bitcoin, il faut comprendre que quand on parle de chaîne, on ne compare souvent pas la même chose. Quand on parle de TPS d'une chaîne, on ne parle pas la même chose. Alors, on ne parle pas la même chose. C'est que par exemple, Bitcoin, pour un bloc créé, tu peux vérifier 10 000 blocs. Toutes les 10 minutes, tu as un nouveau bloc qui est créé sur Bitcoin. Et en 10 minutes, tu peux vérifier 10 000 blocs localement. En gros, tu peux syncer la chaîne, 10 000 blocs de la chaîne. OK? Sur Ethereum, c'est un bloc créé toutes les 15 secondes, 13 secondes, 15 secondes, ça dépend de la réalité. Pendant ce temps, tu peux ne télécharger que 10 blocs et les vérifier. Et donc, en fait, si tu veux faire une chaîne qui est capable de faire un ZK qui est capable de vérifier un bloc, capable de rattraper toute l'histoire d'Ethereum, de la prouver, elle devrait non seulement la prouver jusqu'à un certain bloc, mais en plus, pendant ce temps, la chaîne, elle a continué à grandir. Et en fait, c'est ça qui est le keep-up qui est compliqué sur Ethereum. C'est très compliqué. En plus de la complexité intrinsèque. Le keep-up, il est tellement rapide que c'est compliqué. Là, sur Bitcoin, c'est tellement simple qu'il est facile de revérifier. Il est potentiellement réalistique de faire une preuve de toute la chaîne. Et de faire que Bitcoin devienne Mina, pour la faire ça. Moi, je suis navré, je fais un peu le party pooper. Ça me ferait aussi rêver que vous d'avoir des Stark sur Bitcoin et d'avoir un Bitcoin récursif et tout. Moi, je pense que ce qui pêche, c'est pas forcément le côté technique. Techniquement, Exactement. faisable. On va se heurter à la réalité de la communauté. C'est le côté, c'est la culture. Complètement. Et c'est Exactement. que je suis pas certain que, enfin, c'est pas une critique de la culture Bitcoin. Hein. Bitcoin a la culture qu'elle a. Mais je suis pas certain que ce soit possible de shipper les features dont il y a besoin sur Bitcoin qui nous permettent de faire ces trucs-là. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est parce qu'on pense que aussi Bitcoin sera meilleur de settlement parce qu'il est dans cette logique d'ossification, de robustesse, etc. Mais paradoxalement, c'est ce qui l'empêcherait potentiellement d'adapter cette technologie. Bon, maintenant, je pense qu'il faut quand même essayer. Je pense que Louis va travailler d'arrache-pied là pour essayer de start piler les Bitcoiners. Moi aussi, on a déjà commencé. On va aller à Surfing Bitcoin et à Biarritz, on va aller start piler. De toute façon, j'annonce d'ores et déjà. À Bitcoin. Et une fois qu'on aura un succinct Bitcoin, et ça arrivera pour le coup, parce qu'on n'a pas besoin du protocole, déjà, en fait, ça va s'imposer comme une référence pour tous les gens qui ont des wallets Lightning, en fait. Tu fais un wallet Lightning, tu seras obligé, enfin, c'est pas que tu seras obligé, mais c'est juste que si jamais tu as un client Bitcoin, un full node Bitcoin que tu peux synchroniser sur ton téléphone hyper rapidement, plutôt que de dépendre d'un third party ailleurs, c'est sûr que tu vas utiliser ça, en fait. Et du coup, je pense que là, déjà, on va avoir ça va être une preuve que ces trucs-là, ça marche et c'est utile et ça va faire avancer la discussion. Mais bon. En fait, moi, ma question. Ouais, vas-y.
Non, moi, ma question, parce que vous avez parlé de faire donc évaluer Bitcoin, qu'il soit succinct ou pas, c'est en fait quels sont en l'état, qu'est-ce qu'il est possible de faire et pour aller plus loin, quelles seraient les évolutions nécessaires? Je suppose, est-ce qu'il y a besoin de hard fork, est-ce qu'il y a besoin de soft fork, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? C'est sûr que, parce que la réflexion sur la communauté, c'est-à-dire que dès qu'il y a une soft ou une hard fork, là, attention les garçons, ça va coincer. Non, alors, Mais est-ce Je qu'il y a des pense que choses qui sont possibles à faire? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Là, il y a besoin d'un autre code déjà, donc bon. Alors, Ça dépend ce que tu veux faire. Ouais, ça dépend à quel niveau tu le fais. Alors, tu as deux choses. Ouais. Comme je disais, rendre Bitcoin succinct, ça ne demande pas un hard fork. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Et rendre Bitcoin succinct, c'est clair ce que ça veut dire? Ça veut dire Non. prouver Bitcoin de manière continue. Ça veut dire pouvoir avoir un sync instantané de Bitcoin grâce aux preuves. Ça ne demande pas de hard fork. Mais c'est badass, ça, déjà, non? Ouais. Ouais, c'est super cool. Ouais. Donc, si des bitcoiners dans cette table qui veulent, autour de nous, qui veulent discuter, entendre, qui veulent créer un Bitcoin node en Cairo, venez voir Bibi, on en discute. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt de tous les corps dev, enfin, les mecs les plus pointus sur Bitcoin, il y a beaucoup d'intérêt. Tu as Jeremy Rubin, Ruben Thompson, tous ces gens-là sont hyper intéressés par cette hypothèse-là. Parce que c'est une réelle innovation fondamentale dans le fonctionnement dont on synchronise Bitcoin. Et pour donner même un exemple, j'en parlais avec certains d'entre eux, si tu arrivais à faire ça, tu pourrais même justifier une augmentation de la taille des blocs. Parce qu'en fait, le gros problème. Là, tu vas déclencher les enfers. Là. Non, mais parce qu'il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, un des grands problèmes que tu as sur Bitcoin, c'est que, en gros, c'est de maintenir l'histoire. En gros, ils ne veulent pas augmenter la taille des blocs parce que d'un coup, la taille de l'histoire augmente. Bien sûr. Mais en fait, avec une technique comme ça, l'histoire, tu peux la dropper, tu peux l'oublier. Tu n'en as plus besoin, en fait. En fait, on sera plus limité par la taille des blocs, on sera limité par la taille des preuves. Exactement, c'est ça. Non, mais en gros, c'est juste pour te dire à quel point, enfin, ce truc-là, rien que ça, qui est complètement externe au protocole, a un vrai pouvoir, un gros potentiel, rien que pour améliorer Lightning, pour commencer, comme Henri le disait très bien, mais aussi pour même justifier des modifications du protocole lui-même. Futur, des modifications futures. Mais là, en fait, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'en l'état, il y a déjà des choses à faire. Et la difficulté, qu'est-ce que tu estimes, en fait, le temps nécessaire ou les moyens nécessaires? En fait, en gros, si tu veux, ce dont on parle, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux synchroniser ton nœud Bitcoin, bah, tu dois télécharger toutes les transactions, les exécuter pour arriver à la fin à ce qu'on appelle l'UTXO7, qui est en gros la liste des Bitcoins que X ou Y personne possède. Oui. Okay. Là, on parle d'une construction où plutôt que d'avoir à tout reconstruire, tu aurais juste à prendre une preuve, tu l'analyses et elle te dit, bah voilà, ça c'est ce que tu possèdes, et tac, et ça va être vachement plus simple pour toi d'exécuter ça que de tout réexécuter. Donc en fait, concrètement, ce qui te manque, c'est que le même software qui te permet d'aller du Genesis block à maintenant en relisant la chaîne, ben, il faut écrire tout ça dans un langage qui est prouvable, okay, pour pouvoir générer une preuve que ça a été fait. Donc en fait, il faut réimplémenter en quelque sorte un nœud Bitcoin dans un autre langage. En l'occurrence, Cairo est un bon candidat. Alors, et d'ailleurs, je viens de poster, je viens d'envoyer à Sam un petit tweet qui est passé suite au hackathon. Il y a une équipe au hackathon qui a commencé à travailler là-dessus. Sur un Bitcoin Light Node, enfin un Light Client de Bitcoin qui puisse être prouvé sur Starknet. Et donc on a recruté un membre de cette équipe d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Tariq? Ouais, on l'a recruté. Ouais. Ah, il est fort, Tariq. Ouais, on l'a recruté, ouais. Il a commencé là, lundi. Alors, il y a une excellente remarque une question sur une chaîne succès, on ne peut plus explorer la chaîne. Alors, c'est tout à fait juste. On ne peut plus explorer la chaîne, mais en même temps, il faut comprendre que la capacité d'explorer la chaîne est orthogonale avec la sécurité de cette chaîne. Donc, c'est à un moment, on est prêt à accepter en fait d'oublier. Alors, l'oubli, c'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent oublier, qui sont prêts à oublier, et ceux qui ne veulent pas oublier. Donc, ceux qui ne veulent pas oublier, ils garderont en mémoire, et on aura un réseau parallèle de gens qui veulent garder l'histoire. Et tu auras ceux qui veulent continuer à avoir une chaîne succincte qui sera stockée sur leur téléphone. C'est indépendant. C'est un peu comme la différence entre un full node et un archive node sur Ethereum. Un full node, vous êtes capable vous avez besoin, c'est trustless, vous faites confiance à personne. Mais par contre, pour dire quel était le balance de tel account à tel blog, vous ne pouvez pas le faire sans rejouer, quoi. Mais donc là, comme dit Louis, vous êtes trustless, vous faites confiance à personne, et c'est la propriété numéro 1 que vous avez besoin. Et après, bien sûr, pour les questions d'archivage, etc., c'est un autre problème, mais qui n'est pas du tout un enjeu de sécurité majeur, effectivement. Ouais. Tu as quand même un enjeu de sécurité si jamais tu trouves un bug à un moment dans le truc, tu vois. Pouvoir rejouer la chaîne, c'est quand même super utile. Bien sûr. Mais bon. C'est un trade-off qui
qui est un choix des gens qui ne sont pas acceptés. Mais Maintenant, de l'individu. Au niveau de l'individu, C'est exactement. au C'est niveau un choix. individuel, ce Ouais. choix. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Alors, Henri est un Et dev. t'as- Moi, j'ai arrêté de dev il y a bien longtemps parce que j'étais nul. Mais c'est ça, franchement, je tiens à dire que moi, je trouve que c'est incroyable, justement. Ça montre la qualité de Starkware, parce que Louis, qui est pas dev, qui est head of écosystème, dans d'autres boîtes, le head of écosystème, il y connaîtrait que dalle en technique. Et là, vous voyez à quel point il s'y connaît. Donc, non, mais sincèrement, je tiens à dire, ça montre la qualité de Starkware, vraiment. Et Louis, Il y a une phrase sur Twitter qui m'a fait rêver récemment. Tu sais, non, j'étais dev, j'ai fait un peu de dev avant, je fais du machine learning avant. Ce qui veut dire que j'étais quand même un très piètre dev, bien avant. Mais il y a une phrase qui m'a dit, que j'ai lu récemment, you die a programmer or you live long enough to become a behavior guy. Et je me suis senti attaqué par cette phrase. Donc je répète en français, tu meurs un programmeur ou tu vis assez longtemps pour devenir un gars idée. Et comme je dis, c'est l'histoire de ma vie. Donc il s'avère que pour une fois, je suis payé à le faire ça. Donc c'est mieux que rien, quoi. Benoît, tout à l'heure, juste pour conclure sur ce qu'on disait sur les histoires de Bitcoin, là, ce dont on vient de parler, le fait de prouver Bitcoin succinctement, ça, on peut le faire maintenant, en fait. C'est ce qui manque, c'est du temps et des gens intelligents qui se penchent sur le sujet et qui le fassent. La deuxième et puis on n'a partie pas où besoin on est d'approval de la moins, communauté, quoi. où là, il y a besoin d'un hard fork, c'est comment est-ce que tu construis un truc au-dessus de Bitcoin, tu vois? Comment est-ce que tu construis une chaîne où tu vas pouvoir, de façon trustless, mettre tes bitcoins dans un UTXO spécifique et que cet UTXO-là, il puisse être débloqué seulement si tu as rempli des conditions dans une couche de layer 2 de façon trustless, du genre de Starknet, où tu puisses avoir des smart contracts, en fait. Pour faire ça, en fait, pour que ton UTXO il soit capable de... En fait, il faut qu'il soit capable de comprendre ce qui se passait sur le réseau d'à côté. La façon dont il est capable de comprendre ça, c'est en analysant une preuve Stark. C'est ce qui se passe sur Ethereum, en fait. Concrètement, tu as un smart contract qui reçoit la preuve d'exécution de Starknet, est capable de comprendre que ça s'est exécuté correctement. Il ne va pas regarder dans les détails ce qui s'est passé, il va juste savoir que ça s'est exécuté correctement et et derrière, il exécute les instructions qui lui sont demandées. Transfert de l'argent à Samy, transfert de l'argent à Benoît. On a juste besoin de cette fonctionnalité dans Bitcoin, en fait. Un truc qui soit capable de dire, de recevoir une preuve Stark en input d'un UTXO quand on voit ta transaction, disons, OK, ça s'est exécuté correctement. Maintenant, ce Bitcoin-là, il peut être renvoyé on-chain sur Layer 1 à telle adresse. Et ça, en fait, genre faire évaluer ce truc-là, c'est pas trivial, en fait. Ce que disait Abdel, il manque un opcode pour pouvoir le faire. Et il en manque deux, après. Il manque aussi les récursifs, enfin les covenants. Les covenants. L'idée que tu puisses garder en mémoire des choses. Mais bon, on y travaille. Ouais, je t'en prie. Et c'est touchy? Je veux dire, c'est les conséquences. Très touchy. Les recursive covenants, c'est très, très touchy. Mais si on arrive, si l'attrait est très fort pour un sujet très précis, c'est pas impossible qu'on y arrive. Je pense qu'il y a les gens, les bitcoiners commencent à réaliser que, enfin une partie entre eux en tout cas commence à réaliser, sur la partie technique, que en fait il y a quand même un vrai problème sur la notion des fees et que moi il y a un truc qui me fascine sur Bitcoin, c'est que les mecs te disent trustlessness et en même temps te disent que si tu as acheté des tokens et que tu veux les lender, il faut que tu ailles chez Circle et ailleurs. Ah oui. Il y a un truc qui, moi, me choque, c'est qu'ils te disent if c'est un shitcoin, que je comprends à la limite, parce qu'il y a plein de raisons pourquoi if a plein de défauts, mais en même temps, ils sont incapables de comprendre que, ouais, mais c'est un shitcoin, mais c'est quand même plus trustless que ce que tu utilises, tu vois. Donc, à un moment, il y a quand même paradoxal, quoi. On parle pas de la même chose. Dans un cas, tu parles de la base layer, dans un cas, tu parles de l'application layer. Oui, mais par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu une discussion, je ne vais pas dire le nom parce qu'on a eu une discussion. J'étais en train de comparer en tant que hub Lightning. Tu vois, je vais mettre 10 millions de dollars pour être un hub de Lightning. Et je disais, tu vois, genre, le problème, c'est que tu as quand même un problème économique majeur qui est que sur Lightning, pour être rentable, il faut que déjà que tu arrives à battre le taux de base de prêter tes bitcoins à quelqu'un. Et il me dit, ouais, mais prêter un bitcoin, je ne veux pas le faire. Mais je fais, mais d'accord, mais tu te rends bien compte que aujourd'hui, faire tourner ton Lightning en perso, c'est beaucoup plus risqué en vérité que d'aller déposer en Anchorage, tu vois. C'est pas le même risque. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dangereux parce que tu n'es pas un DevOps. Tu n'es pas un data center qui tourne à 24. Pardon, excuse-moi. C'est la même différence que conduire ta voiture ou conduire un avion ou être passager d'un avion, en fait. C'est ça.
Mais là où Ouais, je suis d'accord avec Louis, c'est-à-dire que sur Bitcoin, tu n'as pas de solution simple pour prêter tes Bitcoins à n'importe qui de façon trustless. Ça c'est n'existe, ça. c'est vrai que ça n'existe, c'est qui est facile à faire sur Ether, et pourtant Génial. c'est une fonction essentielle de tout système financier, économique de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, tu accumules de la richesse et tu as pour, c'est en général en vieillissant, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu crées des choses, non mais tu crées des choses dans ta jeunesse et en vieillissant, en fait, tu as un stock de capital et il est logique de le prêter à des jeunes qui, eux, n'ont pas encore fait quoi que ce soit, mais ont plein d'idées et d'énergie. En fait, tu leur prêtes ton capital contre rémunération, et même, c'est comme ça que la croissance se crée, normalement. Et ça, tu es Ouais. obligé de passer par un tiers. Et donc, du coup, dans Bitcoin, tu as un système monétaire qui est très beau pour du stock. C'est-à-dire que pour stocker des bitcoins sous ton matelas, ça marche très bien. Mais pour les prêter, et ça, c'est une brique essentielle de la finance. C'est sûr que Ouais. c'est ce qui fait, c'est Faire ce de qui fait l'argent le avec de succès de l'argent. la finance. C'est ça. Voilà, Mais faire de dans le cas l'investissement en finance. dans le cas de ce changement pour Bitcoin, Mais ça moi, prend du temps. franchement, je pense qu'en réalité, le challenge, il est plus politique que technique. Ça me fait penser un peu à l'EPK 59, finalement, qui était quand même complexe techniquement. Mais une fois qu'on avait dérisqué la partie technique, le plus gros problème, c'était la partie politique, le lobbying des mineurs, etc. Et là, à l'échelle de terrain, déjà, c'était compliqué. C'était presque un an, rien que cette partie-là. Alors sur Bitcoin, ça va être encore une autre paire Bien de sûr. manches, quoi. Après Abdel, moi, ce que je trouve sacré dans Bitcoin, c'est la fonction de production. C'est-à-dire que Ouais, elle est connue à l'avance, elle est limitée, elle est prévisible, mais elle là, est ça magnifique. l'impacte Et en fait, pas. Voilà. c'est ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ni dans les fiat, Bien sûr. c'est-à-dire qu'ils sont absolument imprévisibles, ni dans les altcoins. Parce que malgré tout, tu vois, je veux dire, si Ethereum a pu changer sa Oui, supply pour le meilleur, bien sûr, il n'empêche qu'elle a changé, tu vois. tu as Et Ah c'est raison. non, bien vraiment, sûr. Il y a un Et, précédent sur la c'est- politique monétaire. Oui, oui, non, mais c'est Après, clair. sur la politique monétaire, et, alors, il y a une discussion quand même à avoir. Bon, on va rentrer dans le détail, on peut en débattre de la politique monétaire de Bitcoin. Est-ce qu'une politique monétaire qui n'a aucune inflation tout court est une bonne politique Ouais, monétaire? mais C'est là, un débat. Tu touches au sacré, Louis. Non, Louis, bien sûr, non, ça, tu mais peux pas. c'est un débat qui ne Arrête, me dépasse pas. arrête. C'est un débat qui me dépasse. Moi, j'ai Non, aucune idole, monsieur. non, parce Je que n'ai déjà, tu aucune fous la idole. merde. Déjà, tu Je n'ai veux deux aucune opcodes, mais idole. alors en plus, non, non. Mais voilà, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai réussi à mettre à dos tout le monde. C'est ça la beauté. Ah, t'inquiète pas. Mais Non, mais en vrai, je dis ça en rigolant. Mais non, c'est un débat ah, qu'on peut non, 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 avoir. non, c'est très sérieux parce que je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'avec 2%, c'est ce que disait Milton Friedman, c'est-à-dire qu'une bonne banque centrale pour lui, en fait, créerait de façon constante 2% de monnaie. Et en fait, ça te paie. C'est parce que le modèle en fait, de sécurité de Bitcoin avec l'inflation est beaucoup plus sûr parce qu'il est prévisible. C'est-à-dire que C'est tu ça. peux savoir combien les mineurs vont gagner, alors que quand tu vas passer à un modèle de frais, en fait, ben, à chaque bloc, la rémunération dépendra de l'activité qui n'est absolument Exactement. imprévisible. Et donc, Et et, et, c'est un vrai problème. Surtout je qu'en plus, comprends sur ce que tu Bitcoin, dis, mais là, tu touches au sacré. je sais. Tu vois, Moi, je trouve que c'est un des trucs qui est fascinant et qui va être intéressant avec Bitcoin, en fait, c'est que Bitcoin ne changera pas, ça changera pas. Donc, en fait, là, on parle de choses qu'on ne sait pas, ça n'a jamais été fait. Mais d'ici quelques années, on saura. Et ça, c'est hyper cool. Ouais, En fait, ouais, c'est on saura si ça marche ou pas. c'est ouais, c'est magnifique. fascinant. Ah oui, oui. Mais après, les opcodes, moi, je suis plus chaud, tu vois, c'est-à-dire que la solution de permettre, en fait, des usages qui ne sont pas encore possibles et qui, parce que c'est vrai que l'avènement, en fait, de la transition de l'inflation vers les fees, là, à l'heure actuelle, il n'est pas gagné parce qu'il y a un manque d'usage évident. Bien Et sûr. donc, voilà. Et Mais après, après ça, donc enfin, d'abord, on essaye les usages et ensuite, on essaiera l'inflation. Mais alors, si on en arrive à l'inflation, alors là, moi, je me barre, les mecs. Hein. Non, Je mais quitte la pièce, là. Non, mais Louis a Là, raison. Louis a raison. Là, tu peux pas baser ta politique de sécurité sur le long terme, sur le fait que le prix du Bitcoin va monter. Et en fait, moi j'ai parlé à un Bitcoin maximaliste, il disait oui, non, mais le prix du Bitcoin va monter, donc ça compensera la baisse des fees. Mais je suis pas d'accord. C'est de la spéculation de dire ça. ouais, mais attendez, et le truc, c'est que aussi, est-ce que c'est si grave si le niveau de sécurité de Bitcoin baisse? Bah, si ça devient la couche de ils la sont backbone, équilibrés. si ça devient la backbone de sécurité de la planète, Ouais. tous les Je suis assets du d'accord. monde, En fait, ce que je veux dire, c'est que, ça coûte une blinde de l'attaquer quand même. ah, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, je les ai pas vus, mais je crois pas avoir vu des simulations de quel est le niveau de sécurité acceptable qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. On sait juste qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est le plus sécurisé, c'est super sécurisé, mais dans Alors, les faits, combien ça coûterait ou comment aujourd'hui, ça coûterait de façon faisable, pas juste théorique, voilà, je aujourd'hui, en serais curieux Bitcoin, de voir, tu vois. la sécurité de Bitcoin, c'est très simple, c'est combien on paie en émission. On paie en émission, je pense, autour de 4 milliards par an.
C'est ça? Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, Être- en théorie, et dans les faits, même si tu avais 4 milliards par an à dépenser dans l'électricité ou dans des ASIC, c'est juste pas faisable, en fait, tu vois. Et du coup, il y a aussi ce... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que là, aujourd'hui, Bitcoin a un niveau de sécurité qui est très, très élevé. Il y aura peut-être une partie de l'émission qui sera abaissée par la hausse du prix, peut-être, peut-être pas. Mais si le niveau de sécurité baissait un peu, est-ce que ce Mais serait si Henri, grave, tu vois? ce que tu dis, en fait, c'est le niveau de sécurité optimal. C'est-à-dire que C'est l'image, ça, c'est en fait exactement. les cadenas et le vélo. C'est-à-dire que un cadenas, ça rajoute de la sécurité, deux cadenas, ça rajoute de la sécurité. Mais mettre 50 cadenas à un vélo, en fait, je veux dire, il valait mieux en mettre 49, voire il valait mieux en mettre, je veux dire, une trentaine. Et là, Bien sûr. Bitcoin, en gros, ils ont mis le max de sécurité, mais c'est à un détriment de, voilà, de plein d'innovations, de plein de conneries. C'est-à-dire que donc, ouais, moi, le niveau en fait, c'est linéaire sur Bitcoin en l'état avec l'inflation, c'est-à-dire que tu as un degré de sécurité qui est proportionnel. Je sais plus, moi, je le vois de façon, je vois une fonction constante, mais Ouais. Allez, Après, bon, je vais pas aussi remettre remuer le couteau dans les plaies, mais il y a quand même la discussion de proof of work, proof of stake qui est pas si tranchée que ça pour moi, notamment sur la résistance à la censure. voilà. C'est pas, Attends, c'est moi qui touche voilà. les vaches sacrées, moi? C'est moi qui touche les vaches sacrées. Non, Attends, mais c'est sincèrement, moi, moi, donc je trouve que c'est toi, pas tu si peux tranché que mettre ça. en cause la proof of work? Mais, Non, par contre, mais il c'est est pas inconcevable faux. pour moi C'est que faux. passe en oh, proof of stake. Ce que oh, je dis, c'est que ça se challenge la résistance à la censure entre le proof of stake de Ethereum. Et ça, je précise très clairement parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la façon dont il marche le protocole de proof of stake de Ethereum. Il a énormément de sécurité qui font qu'il est résilient sur plein de points, notamment sur les attaques, etc. Et on peut démontrer qu'en cas d'attaque 51% et 66% proof of stake, Ethereum est plus résilient. Donc voilà, ouais, c'est mais je dis Alors, le départ, il moi, n'est je pas suis si pas. tranché. Alors moi, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, par exemple, on confond le problème pour moi avec la proof of stake, il n'est pas au niveau de la sécurité, mais au niveau de la distribution des coins. C'est-à-dire que, en fait, c'est, disons que Ouais. si tu as un acteur qui a X% du réseau, je veux dire, et qui ne veut pas vendre, il va capter X% de la création monétaire et tu ne peux pas le renverser. C'est-à-dire que tu as alors ça dit juste. qu'avec de la preuve de travail, finalement, quelqu'un qui a 50% de la puissance de calcul, si un autre arrive et met beaucoup de calculs sur la table, il va récupérer il va C'est tout à fait récupérer. juste. Après, ça se contre-argumente avec un social consensus, parce que si cet acteur faisait des choses malveillantes, rien n'empêche le reste du réseau de faire un consensus social. Ouais, mais tu Et parles en termes d'attaque, mais il y a une autre surface d'attaque, c'est la stase, le fait de rien faire changer. La ouais, stase, dans Bitcoin, c'est une stratégie active, dans Ethereum, c'est une stratégie passive. ouais, C'est c'est vrai, vrai. parce qu'il y a dilution. Il y a dilution. Mais Ouais. ce qui dire, Non, il n'y a pas de Non, mais il y dilution. a... Si jamais tu stakes et que et que tu restakes toutes tes rewards et que tu vends pas, tu as toujours le même pouvoir de décision. Tu peux tout à fait être Oui, complètement passif sur Ethereum et jamais perdre ton pouvoir de Non, décision. pas oui, complètement passif, tout c'est à pas fait. vrai, parce que tu dois maintenir ton software, ton infra, etc. Ça mitige comme C'est point un vrai, petit pardon, peu. mais ce que je veux dire, c'est que c'est alors, les le amis, threshold pour être passif est beaucoup moindre que dans C'est Proof vrai. of Work ou... Ouais, ouais. Non, alors, les complètement. amis, je dois vous laisser. Ok. Ça fait, De- voilà, je suis très heureux d'avoir pu discuter avec vous. Benoît, je ne te connaissais pas avant. Je ne parlais pas qu'on s'est rencontrés, hein, mais c'est un plaisir de débattre. oh, quelques mots. Manifestement, Ben avec une voilà. affection particulière pour le Bitcoin que j'apprécie. Je serais ravi d'en discuter à un autre Oui. moment. Abdel, toujours de l'amour et de la joie de te voir. Henri, Ouais. et Samy, pas toi. Mais non, vraiment, c'est un plaisir de vous parler avec tous et on se tient au courant. Bah, on se parle bientôt, les gars. Ciao et Ouais. merci encore pour l'invitation. Salut. Bye. Salut. Ciao, ciao. Et sur le sujet du proof of work, proof of stake, il y avait la question aussi du côté immatériel du proof of stake qui, quand même, malgré tout, le rend plus résilient, dans le sens où euh, l'ancrage dans le monde physique du proof of work, Ah, certes, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Parce qu'en fait, ça peut être vulnérable au lobbying, aux pressions des gouvernements, fournisseurs d'électricité, de matériel, etc. Alors que le proof of stake est immatériel, on peut transporter son validateur très facilement, parce que par définition, c'est juste une clé privée. tu parles de Donc la ça se discute, persécution physique. Tu parles de la par exemple. persécution physique, c'est-à-dire que c'est plus facile d'aller persécuter physiquement des mineurs qu'on voit de loin qu'un staker qui est sournois comme pas deux, celui-là. Je veux dire, on a du mal à aller on a du mal à aller le dénicher. Et moi, je suis pour Oui, ça. bah, Hein, je veux dire, pour moi, d'ailleurs, tu n'as pas de résistance à la censure et à l'oppression sans privacy. Et donc, en fait, voilà. Donc ça penche plutôt pour le proof of stake qui est plus facile à opérer. Après, je n'ai aucune idée des serveurs que ça nécessite et peut-être qu'il y a il y a quand même un peu d'infra. Mais, C'était un proof of ouais, il y a stake. un peu d'infra. Un ordi à 1000 balles, ça suffit, je pense. Un i7 Ouais, avec en, un gros en fait, SSD.
Ouais, la difficulté, en fait, elle est, parce qu'il y a une sorte de petit paradoxe, parce qu'en fait, vous savez, il y a deux formes de pénalités, en fait, de Proof of Stake d'Ethereum. Il y a les pénalités quand tu n'es pas assez available, quand ton uptime n'est pas assez grand, et les pénalités quand tu fais des actions malveillantes. Et là, du coup, c'est du slashing. Et en fait, le problème, c'est qu'on est tenté, dans une infrastructure, pour avoir un meilleur uptime, de faire de la redondance. Mais en fait, c'est typiquement ce qui peut vous permettre de vous faire slasher. Donc, on est un peu dans ce paradoxe de dire, si on a une infra qui est redondante, résiliente, on prend un risque de se faire slasher. Donc, la mode est plutôt à se dire, j'accepte le risque d'avoir un uptime le plus faible parce que les pénalités sont moins grandes dans ce cas-là. La redondance veut dire double sign? Ouais, exactement. Ouais, par exemple, Ok. parce qu'en fait, si tu as deux instances de ton applicatif qui tournent en même temps, tu peux prendre un risque de signer deux attestations. Donc, c'est un risque. Et en fait, c'est pour ça aussi que je trouve que Ethereum est en avance sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a des technologies qui s'appellent le DVT, donc le Distributed COBOL. OBOL, typiquement, Distributed Validator Technology. Et l'idée, c'est de rajouter un layer pour dire qu'en fait, un validateur, il va être opéré par plusieurs opérateurs et ça va utiliser du threshold signature. En gros, pour que, par exemple, on va avoir un réseau de 7 opérateurs qui administrent un validateur. Et en fait, il va falloir 5 signatures parmi les 7 pour effectuer une opération. Donc, on résout deux problèmes. Le problème d'un acteur malveillant et le problème aussi d'un opérateur qui n'est pas disponible au moment donné. Donc, un problème d'uptime et le problème de sécurité. Donc ça va donner beaucoup de résilience au réseau Ethereum. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que le Proof of Stake de Ethereum est très secure. Il y a aussi l'activation queue, l'exit queue, parce qu'en fait, en cas d'attaque, en fait, dans le Proof of Stake d'Ethereum, on le voit venir largement à l'avance. En fait. Parce que par exemple, on dit il suffit d'acheter peut-être 66% du stake d'Ethereum. Déjà, il faut y aller et l'impact sur le marché serait colossal. Voilà. Mais moi, j'en serais ravi. Ça, Si quelqu'un m'attaque ouais, comme ça, bah moi, oui, je le on a le remercie. temps de le dump largement. Mais Attaquez-moi. exactement. Et en fait, avec Attaquez-moi. le système d'activation queue, il va se passer plusieurs semaines entre le moment où ces validateurs seront activés. Et il pourra faire, le moment où il pourra faire une action destructrice interviendra très tard. Et on a largement le temps de réagir avant ça. Donc, il y a beaucoup de sécurité au niveau du protocole. C'est pour ça, juste, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas juste dire proof of work, proof of stake d'un point de vue philosophique. Il y a aussi comment s'implémenter au niveau du protocole sur la sécurité qui doit être pris en compte. En fait. C'est surtout ça, moi, que j'ai envie de faire comprendre aux gens et que je pense que ça doit rentrer en considération. Et je vois que, par exemple, des gens parlaient de Polkadot ou de Cosmos tout à l'heure, mais il y a quand même une différence fondamentale entre le Proof of Stake de Ethereum et le Delegated Proof of Stake de ces chaînes-là, qui sont carrément centralisateurs, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Même Cosmos? Et, Même Cosmos. et Même Cosmos. Abdel, où est-ce que tu recommanderais d'aller voir pour en apprendre plus là-dessus? Sur Genre, parce que les moi, traders j'ai des regardé il y algos a un an, je consensus. crois, et les specs de L2 du staking, enfin, elles n'avaient pas l'air finies et tout. Ouais. Et du coup, en fait, je suis curieux, j'ai pas, enfin, quand tu cherches même Mais je vais t'envoyer spécifiquement les comment ça repos. marche, les rôles, les époques, les D'accord. machins, comment ça marche, je trouve que Ouais. c'est pas facile de les trouver. T'as des ressources bien à conseiller pour en Ouais, apprendre plus là-dessus? j'en ai fait il n'y a pas longtemps, je vais te faire une compile, je vais t'envoyer ça et on les partagera si ça t'intéresse. Mais oui, tu as raison. J'avoue qu'il Ah n'y a oui, pas bien un sûr. point très facile où on se dit, on apprend où c'est. Et oui, pour Ça a répondre évolué sur très Cosmos, vite, donc. ça évolue très vite, c'est vrai que ça évolue très vite. Ouais. Et pour répondre sur Cosmos, en fait, bah, il y a plusieurs problèmes. Mais premier problème, en fait, pour concentrer 66% du voting power des validateurs, c'est pas un très grand nombre de validateurs. Tout ça pour dire que déjà, c'est vulnérable aux attaques de déni de service. Parce qu'en fait, tu peux facilement les identifier, les flouder et les attaquer à ce niveau-là. Donc, le niveau résistance à la censure, c'est compliqué. Ok. De deux, en fait, le problème, c'est pas la tech, c'est la réalité. Parce que dans la réalité, il y a beaucoup de lobbying, en fait, pour être dans l'actif set des validateurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'en réalité, il y a beaucoup de politique, beaucoup de lobbying, etc. En fait, moi, j'aimerais voir une statistique sur, tu prends par exemple le top 10 des validateurs de chaque chaîne Cosmos au Genesis et un an après. J'aimerais bien voir l'évolution. Je pense à chaud qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre le top 10 des validateurs du Genesis et un an plus tard. Donc, ça révèle un problème qui est de dire, quand tu es bien placé au début bah, tu n'en sors jamais. Et parce que tu vois, les richesses, en fait, plus ta stake en fait, est important, en plus, plus tu captures la valeur rapidement et c'est tout. En fait, voilà. En plus, ouais. Et je trouve que c'est pas méritocratique parce qu'en fait, sincèrement, il est plus avantageux de faire un budget marketing tous les mois pour attirer des délégateurs que de faire un budget DevOps pour maintenir une infra aux petits oignons, scalable, avec un bon uptime, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr, tu vois, d'un point de vue philosophique, de récompenser plus des efforts
de type marketing que des efforts de méritocratie pure sur l'infrastructure, tu vois. Et c'est pas comme si les délégateurs faisaient l'effort conscient de savoir vraiment, d'avoir des critères de sélection corrects pour les validateurs. La plupart des gens, ils vont prendre un validateur dans le top 10 et c'est tout. Ils ne font même pas l'effort de diversifier. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont pas faire l'effort de diversifier, de prendre des acteurs qui sont pas dans le top 10, Mais de faire des recherches sur le niveau de qualité. Ouais, mais alors pour contrecarrer ça, tu avais quand même la stratégie des airdrops, qui pouvaient exclure en fait certains validateurs plutôt que d'autres. Et donc il y avait une sorte, tu vois, quand on retrouve. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, tu avais certains airdrops dont les modalités étaient particulières. Qui excluaient les sexes, par exemple. Sur Binance ou OKX ou un truc centralisé, bah, tu n'étais pas éligible à airdrop, ce qui t'incentiver à déléguer et espérer en fait avoir délégué sur un nœud qui fait partie des potentiels. Ça, c'est pas mal, mais ça reste anecdotique. Je pense qu'il faudrait plus Mais d'efforts. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est ce qu'on observe, tu vois, dans les DEX. Et en fait, tu vois qu'il y a toute une politique de bribering pour le listing. Et tu peux retrouver, en fait, une dynamique de airdrop qui va être intéressante sur, je veux dire, les chaînes qui s'arriment par les DApp en fonction, je veux dire, de à qui tu délègues ton argent. Je trouve que c'est rigolo. Je sais pas si c'est encore mature, hein, mais, et je sais pas si c'est viable, mais je trouve ça rigolo. Ouais, après, bon, je trouve que philosophiquement, je préfère quelqu'un qui va contribuer réellement à la sécurisation du réseau en lançant son nœud, en faisant l'effort de maintenir son logiciel à jour, etc., plutôt que quelqu'un qui délègue juste ses coins et dit vas-y, je te fais confiance, sécurise le réseau, quoi. Philosophiquement, je trouve qu'il y a mais tu vois, sur la preuve de travail, on est dans cet état-là. C'est-à-dire que si tu regardes les pools de mining qui sélectionnent les transactions, il y en a une dizaine dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a beaucoup de hashers qui délèguent leur puissance de calcul à quelqu'un. Et quel est leur pouvoir? Si jamais il y avait une pool qui imposait une blacklist, tu vois, et qui commençait à censurer, ils auraient le pouvoir de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, t'as raison. C'est pour ça que même on peut dire que sur certains points, le PES est plus méritocratique. Mais t'as raison, je te rejoins. Hein. Moi, je trouve qu'on est déjà dans une situation sur Ethereum. Les solo stackers sur Ethereum, je suis désolé, mais ils contribuent réellement à la sécurisation du réseau. En plus, il y a un effort supplémentaire. Solo staker, mais qui c'est qui peut le solo? Ah non, solo staker, tu dis solo. Ouais. Ok, j'étais dans le mining, mais dans le mining, il n'y a personne qui est solo mine. Non, je parle des solo stackers. Je parle du solo staker en proof of stake. Des gens qui vont prendre 32 Ethers, lancer leur validateur, etc. Parce qu'en plus, quand même, faut bien prendre un autre point aussi qui est important. Tu vas dire, par exemple, un gros acteur qui a 32 millions de TH, d'accord? Techniquement, il peut avoir 1 million de validateurs. Et techniquement, il pourrait utiliser une seule machine pour le faire. Mais quel mec serait assez fou pour prendre ce risque-là? Dans le sens où il y a quand même une incentive à faire les choses proprement et à séparer ton infrastructure, à avoir plusieurs validateurs. Donc, je trouve ça sain, tu vois. Là où ça ne serait pas le cas sur le proof of work, tu vois. Tu n'as pas besoin de faire attention à ce genre de considération. Je pense qu'il y a un effort réel sur le côté d'impliquer les gens, les solo stackers sur Ethereum, parce qu'en plus, il y a beaucoup de messages sur la diversité des clients. On voit beaucoup passer les statistiques sur la diversité des types de clients. Et en fait, la communauté encourage à ce qu'on équilibre et qu'on n'a pas un super client majoritaire. Donc ça, je trouve ça très vertueux qu'on ait ce genre de considération, tu vois. Et ça, il n'y a pas photo. Bon, Bitcoin fait le choix d'avoir un seul truc et le protocole, c'est la référence. Ok, c'est un choix. Mais par contre, les alts, bah voilà, je connais même pas un seul qui a ne serait-ce que 2 implémentations de nœuds. Ah, peut-être que Starknet est un contre-exemple. Je pense qu'il y a plusieurs implémentations de nœuds d'ailleurs. Corrige-moi si je me trompe. On travaille dessus, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Ouais, d'accord. Ok. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a que Ethereum. Peut-être. Cardano, ils passent tout leur temps à faire des trucs qui servent à rien. Ils n'ont pas fait plusieurs clients. Ah, impossible, c'est vrai que. Excusez-moi. Ah non, il leur faudra droit à 3 ans de peer review en plus pour voir si ça vaut le coup pas de faire un autre client. Donc, Mais non. Enfin, sincèrement, sur toutes ces questions de R&D, etc., je pense qu'il n'y a pas photo entre Ethereum et le reste. C'est pour ça que moi, j'espère que Starkware ne tombera pas dans le piège de la facilité de scaler Avalanche ou d'autres chaînes en utilisant la technologie Stark. Techniquement, ça serait possible. Mais voilà, ça, je me pose la question si philosophiquement, ça serait pas une trahison, j'irai pas jusque-là parce qu'il y a aussi des enjeux économiques, etc. Mais je suis pas sûr que ce serait le meilleur move à faire. Autant Bitcoin, ça se débat. Pour le coup, là, tu parles d'enjeux économiques. Je vois pas bien l'intérêt de partir de la chaîne où il y a plus de monde et plus d'activités pour aller ailleurs, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois. Après, par contre, tu vois, je me dis,
as des preuves qui peuvent être interprétées par des chaînes EVM et potentiellement des chaînes non EVM de façon trustless. Tu as aussi un paradigme, on n'est pas du tout en train de travailler là-dessus, mais tu as un paradigme intéressant où tu peux te dire que Starknet peut servir de hub de communication entre les blockchains complètement trustless en fait. Tu vois? Ouais. Et c'est flou pour moi comment ça pourrait être fait, mais si ta preuve elle est interprétable par d'autres choses et par d'autres chaînes, tu peux vraiment avoir des messages qui circulent et tu peux prouver qu'il s'est passé quelque chose sur une chaîne Ouais, ailleurs. tu pourrais imaginer des bridges peut-être même sans intermédiaire centralisé. C'est ça. Bon, alors après, le truc, c'est que tu dois quand même, enfin, tu vois, Starknet trust ce qui se passe sur Ethereum dans le sens où t'as un couplage fort avec Ethereum. Donc, on part du principe que ce qui se passe sur Ethereum, c'est fiable. Et si on le fait avec d'autres chaînes, bah, ça veut dire qu'implicitement, on trust le consensus mécanisme de ces trucs-là, tu vois. Après, tu as sans doute un mécanisme où tu peux faire ça de façon à dire, ben non, mais en fait, Starknet ne va pas forcément baser son fonctionnement sur ces chaînes-là. Par contre, elle est capable d'authentifier ce qui s'est passé dessus et te dire, voilà, ça, c'est le message qu'ils ont envoyé. Moi, je ne peux pas te donner de garantie, mais c'est ce qu'eux, ils ont dit, tu vois. Non, mais oui, c'est intéressant. Il y a tellement de sujets intéressants. Après, pareil, la viabilité économique des tokens, en fait, des Layer 1 sur le long terme, quand il n'y a plus d'inflation, qu'est-ce qui va vraiment rester d'ici 5 ou 10 ans? Il y a la question du monetary premium, en fait, avec Bitcoin et Ethereum. Est-ce que les Layer 2, c'est une bonne nouvelle, en fait? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une good tech et une bonne adoption qu'ils vont capter de la valeur que leur jeton va faire du sens? En fait, non, finalement, c'est altruiste pour Ethereum, mais est-ce que tous les Layer 2 vont bien s'en sortir sur le long terme? Il y a plein de sujets intéressants. Après, on va pas se mentir, le mode naturel, ce serait, enfin, je me prononce au nom de personne, mais le mode naturel, c'est que les fees seront payés avec le token natif de ces solutions. Il y aura le mode où ça sera payé en flash. Il n'y en a pas sur Starknet, hein, il n'y en a pas, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, il n'y en a pas. Dans le chat, il y en a qui parlent d'airdrop. Ouais, j'ai vu les airdrops. Ils font référence à Luna. Je suppose qu'ils font référence à Luna. Ben oui. Non, voilà. Non, d'accord. Okay. Non, mais pour les airdrops, hein, enfin, dans tous les cas, il faut faire ses devoirs, utiliser les trucs qui se passent, etc. Si vous estimez qu'il y aura un airdrop, il faut utiliser les produits, faire un maximum de choses. De toute façon, c'est toujours la même chose. Donc, la vraie façon de make it, les gars, c'est d'apprendre des choses. Apprenez à coder. Venez, exactement. Franchement, honnêtement, vous pouvez faire plein de paris sur le futur et voir ce qui se passera. Carrément. Ce qui est certain, c'est qu'en apprenant à faire des choses, vous garantissez le truc le mieux sur le long terme, qui est de pouvoir travailler sur des trucs intéressants et de travailler sur des trucs cutting edge. Venez faire du Cairo, c'est intéressant. Exactement. Vous allez apprendre des Surtout nouveaux si on part trucs. dans un bear market qui dure. Ouais, franchement, honnêtement, c'est le meilleur moyen de pouvoir payer ses factures grâce à la crypto, c'est de travailler dedans, en fait. Apprenez à vous en servir, apprenez à coder des trucs, construisez des nouvelles plateformes. Tu vois, genre, se dire, vas-y, je vais tester les apps pour faire les airdrops et puis juste faire ça et pas se dire, mais comment je peux faire des trucs nouveaux derrière et apprendre à construire par-dessus. Quelque part, c'est un peu faire la moitié du travail, en fait. Enfin, j'exagère un peu parce que la deuxième moitié est particulièrement compliquée. On ne s'improvise pas dev, ça prend du temps d'apprendre à faire ces trucs-là, mais on est quand même relativement early dans l'écosystème dans lequel Après, on a besoin globalement aussi la crypto. de non-dev. Hein. On a aussi bien besoin sûr, de non-dev, marketing, design, exactement. Mais on a besoin de constructeurs, si tu veux. Là, aujourd'hui, on dit souvent notre industrie, c'est le Wild West, et c'est vrai, tu peux te faire dépouiller de tout ce que tu as. Pardon? T'as pas vu le lapsus que j'ai fait? J'ai dit, on n'a pas besoin de dev, on a besoin par exemple de marketing, de designer et de front-end. Mais les front-end, c'est des devs. Bah oui, je voilà. les ai pas mis dans la catégorie dev. Non, mais oui. Il y en a chez toi qui vont faire la tronche. mais tu vois, on est dans une industrie où c'est le Wild West et genre tu peux te faire dépouiller à tout moment, tu peux perdre tes sous à tout moment, mais le Wild West c'est aussi une époque d'opportunité, c'est une époque où il y a tout à construire, il y a tout à imaginer et que tu sois dev ou non dev, venir et regarder comment ça se passe, c'est cool, construire des trucs, c'est vachement marrant aussi. Complètement, c'est un très beau message, t'as raison. Dans le Web3, le meilleur moyen de make it, c'est de build. Non, mais c'est vrai, t'as raison, on ne le dit pas assez. C'est encore plus marrant avec un grand Cypherpunk, White Code. C'est encore plus marrant quand on est payé pour ce qu'on fait, c'est certain, mais tu sais, je pense que, je sais pas, on a la chance d'être dans un écosystème où, mine de rien, c'est plutôt facile de monétiser les choses. C'est un peu la base de ce qu'on fait, c'est de tokeniser des trucs. Si jamais tu arrives à faire des trucs qui ont de la valeur et qui t'intéressent, probablement, c'est pas si facile que ça, mais tu arriveras à trouver des gens qui te paieront pour le faire.
Ouais. Alors, Cairo n'est pas un framework de Rust, non, c'est un langage à part entière. Je sais qu'il y a une mouvance de langages qui partent de Rust, comme Move, etc. Donc, non, Cairo est un langage à part entière. Et où apprendre? Bah, il y a le contenu de Henri, il y a le nôtre, il y a plein de trucs éducatifs qui permettent d'apprendre de manière fun. Donc, n'hésitez pas à regarder ces contenus, à apprendre de manière interactive. Engagez-vous dans la commune, même si vous n'êtes pas dev, en fait, hein. Venez voir ce qui s'y passe, ce qui s'y construit. Essayez de trouver votre place. Et même si vous n'êtes pas dev, vous pouvez trouver votre place. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de tutos assez différents avec différentes choses, tu vois. Enfin, avec des tutos différents avec différentes choses. On a des tutos où tu vois, tu vas avoir juste des boilerplates où tu vas pouvoir prendre le truc, le build et le run et juste, bah, après, tu regardes, tu peux modifier des trucs, tu fais ton truc. Donc, des trucs qui marchent et tu les modifies. On a des gens qui préfèrent apprendre avec des petits challenges, des puzzles. Donc, on va leur mettre des trucs où ils vont devoir coder et faire des trucs qui marchent. On a des tutoriaux qui sont faits pour les gens qui veulent pas coder, qui veulent juste lire et essayer de comprendre et y aller petit à petit. Donc, on essaie vraiment de faire du contenu qui correspond un peu à toutes les sensibilités. Franchement, si vous voulez vous impliquer, ben, le mieux, c'est de jeter un œil. Et si jamais vous ne trouvez Ouais. pas ce que vous cherchez, c'est de nous dire. Dites-nous ce qui vous manque, dites-nous les trucs qui vous intéressent et puis on les fera pour vous. Ouais, C'est carrément. une super remarque de conclusion. Et d'ailleurs, pour un niveau, on va dire, un peu plus accessible, si vous voulez savoir comment fonctionne Starkware, on a aussi une vidéo d'une quinzaine de minutes qui est disponible sur la chaîne, qui est vouch, approuvée par Louis. Donc, ça devrait être, je pense, correct. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne en fait cette solution-là, du moins j'espère. Et pour aller un peu plus loin et découvrir les concepts derrière cette technologie, il y a aussi un podcast avec le président et scientifique principal de Starkware, Eli Ben Et Sasson, Ben Sasson. Ouais. et des articles qui expliquent sur le site les concepts des EK Proof, Starkware aussi. Et bientôt sur Node Guardians, des ressources pour apprendre. Bah, Abdel, on a vu un peu quelques. Yes, très prometteur. Ouais, très prometteur. Il y a des gens qui demandent si on a des bases en Python, ça aide. Oui, ça aide beaucoup. Python, c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités pour Cairo. Enfin, pas mal de similarités. Il y a le tooling aussi, pas mal de tooling qui est fait en Python, etc. Ça peut aider. Enfin, c'est mieux que de ne pas avoir fait de Python en tous les cas. En fait, Cairo, il y a pas mal de serpents près des pyramides, donc Python, ça matches perfectly. Mais bon, allez, Yes. allez là, Oui, il est tard. je vais faire un résumé en fait dans la description, si vous tombez sur la rediffusion YouTube de ce live, de tous les liens qui ont été cités par Louis, Henri, Abdel, pour que vous puissiez piocher dedans. Et voilà, je pense qu'on peut appeler ça, on peut clore le live. C'était un plaisir de vous recevoir. Ça fait un moment que je n'avais pas autant rigolé sur un live du jeudi. Très très chouette et à refaire. Rigoler et puis en plus parler de choses intéressantes en même temps. Comme quoi, il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. On peut faire Ouais. Merci pour votre temps. Un live Starkware avec 300 viewers, c'est un indice du bear market. Normalement, j'avoue. En bullrun, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Mais au moins, les gens qui sont là, ils sont là pour les bonnes raisons. Du coup, c'est ça. Et donc, là-dedans, on a 50% de builders, de future builders sur Starknet là, qui sont dans le chat. Donc, on est content. Génial. Okay. Écoutez, merci beaucoup. Très cool. Merci, Samy. n'hésitez pas à vous abonner aussi. Le contenu vous plaît et à très très vite.